Alors voilà, on est presque en direct de la TUC pour ce dernier épisode de la saison 1 de ce formidable projet de balado. Je dis formidable, ce sont les gens qui m'écrivent, on va dire que c'est formidable, c'est pas moi qui le dis. Alors autour de la table, on retrouve Godefroy Lorando et Simon Jaudoin, des chroniqueurs de la maison. Bonjour. Hello. On retrouve également, je crois qu'on peut le dire, l'orgueil de la Mauricie, MC Gilles. Ok, oui. On accueille également un chercheur de renommée internationale et qui enseigne dans la région de l'UQTR, le docteur Johannes Frastelli. Bonsoir. Avec une voix suave. On est heureux d'accueillir Karine Awashish. En fait, c'est elle qui nous accueille puisque nous sommes en territoire Atikamekw. Oui. On doit dire ça, voilà. Alors bonjour, merci, vraiment merci beaucoup d'être là. Et on a le propriétaire des lieux qui nous accueille à la microbrasserie La Pêcheresse, monsieur Marc-André Ayon. Alors voilà, on est prêt pour ce 17e et dernier épisode de la balado de Fred Savard. Ah là là, très heureux d'être à TUC pour terminer cette première saison de la balado de Fred Savard. Heureux malgré les heures sombres que traverse le Québec depuis l'adoption de la loi 21 et la loi 9. Oui, je prends un ton un peu plus dramatique parce que ça va très mal. Vous avez sûrement vu sur les médias sociaux, hein, vous avez constaté que plusieurs choses vont vraiment... C'est vraiment des heures sombres. Comme par exemple, que bien des gens viennent de découvrir la pratique du bâillon à l'Assemblée nationale. Et vous, Simon Jaudoin, vous avez l'expérience. Vous savez que le bâillon, c'est une pratique courante dans la politique québécoise. Je pense que les libéraux et les péquistes l'ont fait dans les 20 dernières années au moins 236 fois. Mais là, on dirait que cette semaine, tout le monde découvre cette odieuse pratique des bâillons. Sur les médias sociaux aussi, cette semaine, on pouvait lire que depuis l'adoption de la loi 21, le Québec est redevenu une province fasciste, hein? Chose qu'on n'avait pas connue depuis le gouvernement d'Adrien Arcan dans les années 40. Vous ferez des recherches à la maison, les amis, pour Adrien Arcan. On pouvait lire ce tweet de l'ex-première ministre albertaine Rachel Notley, un jour triste au Canada, lorsque le racisme devient loi, rien de moins. On pouvait lire sur Facebook que les milices à chemise brune de Simon Jolin Barrette ont déjà commencé à démanteler les mosquées et les synagogues pour voler les pierres et construire des nouvelles cabanes à sucre. Le monde capote sur les médias sociaux. Je pense qu'il faut se calmer. La loi 21 n'empêchera pas les familles sikhes, juives, pentecôtistes, catholiques et musulmanes de pratiquer leur religion comme bon leur semble dans leur quartier et dans leur maison. Les familles musulmanes pourront mettre même 2 voiles sur leur fillette de 8 ans si elles le veulent. Les libertés individuelles sont encore garanties au Québec. Les mêmes libertés individuelles vont d'ailleurs permettre... Je fais un long laïus, les amis, je sais, mais c'est parce que l'heure est grave. Les mêmes libertés individuelles vont d'ailleurs permettre à Ishraq Nourel Haq, une étudiante musulmane en éducation, à moins que ce soit une étudiante en éducation musulmane, et qui porte le voile par choix de contester la loi 21 devant les tribunaux. Et je cite, « Cette loi m'a arraché avec violence mon rêve. » C'est quand même triste quand qu'on arrache son rêve alors, avec une telle violence, surtout que c'est de plus en plus rare des gens qui rêvent de devenir prof dans l'état actuel de nos écoles publiques. Heureusement, elle sera aidée dans sa contestation par le Conseil national des musulmans canadiens, une organisation basée en Ontario, très soucieuse, elle aussi, du respect des libertés individuelles. On va avoir l'occasion d'en reparler, évidemment, de tout ça à la saison 2, je pense. Je ne pense pas que, contrairement à ce que pense la CAQ, ce projet est réglé. Et un jour, je sais, dans ce tumulte social qui va se résorber, dans 25-30 ans, on pourra dire dans nos CHSLD climatisés, où on ne crèvera pas de froid à l'extérieur. Je me rappelle l'adoption de la loi 21 en 2019, une loi qui charria beaucoup de mécontentement. Tout ça pour ce maudit jeu de mots poche. Oui, mais vous avez pris votre temps. Hein? Mais dites-moi, MCG, la loi 21, j'imagine que ça va avoir un gros impact ça, dans votre village de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On ne parle que de ça. Ça et le vol des données de Desjardins. Où il y avait, il y avait une file de personnes âgées aujourd'hui. Je vais-tu avoir mon chèque le 1er du mois? Ben déjà que c'est déjà beau qu'il y ait encore un guichet de la Caisse Pop à Sainte-Anne. Un instant, vos préjugés, vous sortez rarement de Montréal, ça paraît. Ben non, mais j'entends dire que la Caisse Pop se retire un peu partout au Québec. C'est ça le problème. Mais non, j'essaie de votre bord. C'est gentil d'être de notre bord. Et je suis un peu déçu que ce soit votre première fois à la TUC, parce que les gens de la TUC, là, quand même... Ben oui, mais... Attention. Quel charmeur. C'est qu'on avait un problème de calendrier parce que dès le début, c'était prévu. Notre première sortie officielle, elle était prévue, c'était la TUC. Ouais. Il fallait trouver une date. Et il fallait Vous pédalez, mais je pédale pas. Vous reviendrez. Ah ben bon, c'est sûr qu'on va venir. C'est déjà une histoire d'amour et c'est déjà une soirée magique. Ne charrions pas. Mais pour moi, merci beaucoup, MCG. On va revenir parce que vous avez des beaux projets et vous êtes un peu
la coqueluche de la Mauricie. Et là, dans les grands médias. Je suis à côté d'un docteur. Oui, donc je suis un peu impressionné. Oui, oui. La coqueluche, non, j'habite la Mauricie. La question qu'on me pose dans mon village, c'est: t'es le petit gars de qui? Ouais. Es-tu né ici? Ouais. Ma réponse est non. Ben. Je suis né à Québec, je m'en vante peu. Et, et puis, mais je suis maintenant, oui, mauricien depuis 17 ans. De toute façon, on va en parler tantôt. Déballez pas tout. Mais là, vous avez dit que j'étais la coqueluche. Oui, mais... C'est une maladie aussi? Oui, c'est ça. Avec les anti-vaccins ces temps-ci, c'est quand même assez rare. Mais... cela dit, on parlait de la loi 21. Je trouve qu'on a passé sous le silence la loi 9 aussi qui a été votée sous Bayon, qui abolit 18 000 dossiers quand même d'immigration non traités et qui exige que ces personnes refassent tout le processus de demande d'immigration. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus scandaleux, à mon avis. En tout cas, je crois que la loi 21, qui est peut-être mal faite, mais on en parle beaucoup moins. Et Johannes Frasnelli, on vous a écouté tantôt avec votre accent et on se dit, vous n'êtes pas né ici, vous. Hein? Ça, c'est vrai, oui. Oui. Et là, il faut parler fort. Hein, Oui, je parle fort. Mais là, vous êtes fatigué parce que j'imagine que vous avez une grosse journée. Oui, tout à fait. Ouais. Toute la journée à l'université et maintenant ce soir ici. Oui. Donc, on va revenir tantôt. Là, il faut le dire, on est des amis dans la vie. Mais il y a une raison autre pourquoi vous êtes ici, c'est que vous êtes professeur à l'UQTR. Exactement. Professeur de... En anatomie humaine. Anatomie humaine, effectivement. Vous êtes chercheur également. Exactement. De renommée internationale, on peut dire ça? Je ne sais pas, moi. Vous n'avez pas de recul sur votre carrière de chercheur, hein, c'est ça? Et c'est ça. Et on va en parler tantôt parce qu'on a un lien personnel. Et c'est une belle histoire aussi, je pense. Tout à fait. Oui, et je pense que c'est important, surtout pour peut-être ces messieurs, plus tard, qui vivent peut-être des choses dans leur vie personnelle. Vous allez voir, des fois, il peut sortir de belles choses de tumulte. Est-ce que vous êtes parmi les 18 000 dossiers jetés à la poubelle de l'immigration ou vous êtes votre situation... Moi, j'ai la citoyenneté canadienne depuis 2013. Ah, depuis 2013, ça passe vite. Godefroy Laurando, j'imagine que vous êtes heureux d'être à la TUC parce que j'ai appris en plus que votre grand-père Laurando, André Laurando, est un cégep. Une partie de votre famille serait une rue. Ben, j'ai cherché un peu parce que oui. partout où je vais, j'essaie de me rattacher. J'essaie de voir si mon arbre généalogique s'étend jusqu'ici. Oui. Et en cherchant, Ouais. en fait, en appelant ma tante, j'ai découvert Est-ce qu'elle a un nom, qu'effectivement, cette tante-là? j'ai un livre. Je ne la nommerai pas, mais disons que Est-ce qu'elle a un prénom? on fait partie des rues ici aussi. Ben voyons! Oui, mais je me garde un petit punch pour plus tard. Oh, Mais d'accord. sachez que je viens jouer au hockey chaque année ici dans un petit lac dont je vais taire, appelons-le le lac au Slapshot. Ah ouais. Et on va jouer, on joue une fin de semaine complète. Et puis Dans on la s'éclate. région de la Tuque? Oui, à côté, pas très loin. 20 voyons! minutes ici, oui, dans la forêt. Oui. Mon Dieu, votre empire est un peu Ah, partout. c'est Il est fou. tentaculaire au Québec. Tous des chalets empruntés. Ouais. J'imagine, Godefroy, que vous avez sursauté, comme moi, quand vous avez appris que notre invité de la semaine dernière, Stephen Guilbeault, allait finalement se présenter J'en pour le suis pas Parti revenu. libéral Non, du j'étais Canada. Très surpris. C'est un scoop qu'on a eu à la balado de Fred Savard. C'est notre premier scoop. Je pense qu'on en aura d'autres. Stephen, qui vient nous parler de son livre sur l'intelligence artificielle, ne sera pas trop dépaysé aux côtés de Justin Trudeau, qui lui-même est un magnifique exemple d'intelligence artificielle. Et je pense que le mot-clé ici est artificiel. Stephen va avoir bien du plaisir à nous convaincre que de tripler les capacités de faire couler du pétrole dans le pipeline Trans Mountain fait partie d'un beau bilan environnemental libéral. Il y a déjà chaud, je pense. Moi, j'ai compris, Fred, j'ai compris qu'il se présentait vraiment au moment où il parlait du bilan libéral. Oui. Puis tout à coup, j'ai commencé à être fier de Justin pendant que je me suis dit, ça peut pas être autrement, il est libéral. Ça y Oui, est. ouais, oui, on avait un petit doute quand même. C'est la Saint-Jean-Baptiste bientôt, dans quelques jours. Et Simon Jaudoin, il y aura un défilé où les chars allégoriques marcheront au pas de loi de l'identité québécoise. Et on a appris une grosse nouvelle via votre magazine Voir, oui. la renaissance de la marque québécoise Au Coton. Ben oui, nouvelle culturelle, Oui, n'est-ce pas? il y a des gens qui se rappellent sûrement d'Au Coton, où on pouvait acheter tout un outfit en coton ouaté. Et c'est quand même une bonne nouvelle sur le front identitaire pour le Québec, ça. J'espère même aussi qu'on verra des jeunes filles qui portent spray net et au coton pousser un char Oui. allégorique. Fichia. Ben oui, pendant Oui. que des femmes chantent Mon cher Québec, c'est à ton tour pour qu'on puisse parler d'appropriation culturelle, Oui. enfin, Oui. pour une bonne raison. D'ailleurs, on devrait, cela dit, avoir une chronique d'une chroniqueuse de la gauche identitaire du Devoir qui va sûrement dénoncer cette bannière, qui veut ramener évidemment les Noirs dans les champs de coton de l'Anaudière. Il y a un film Et- de Denis Arcand aussi qui s'appelle On est au coton. Oui, tout à fait. Ben oui, tout à Oui. fait. On pourrait faire le lien avec Et- le patrimoine cinématographique. Tout à fait. Il a organisé une chaîne humaine avec des militants de Québec solidaire autour d'une boutique au coton. J'entoure ma boutique au Oui, coton. Ouais. ça va être difficile. La marque n'aura qu'une boutique, une boutique en ligne. Alors, il faudra faire une chaîne humaine autour d'Internet. Ça va être très difficile. Un grand réseau. Karine Un Awashish. blockchain. Karine Awashish, bonjour. Oui. Oui, merci d'être là. Beaucoup. Ça a passé proche que vous arriviez en retard. Vous aviez un chien qui est malade. Ben oui. Là, je sais qu'on rentre. Mais tu sais, ma chienne, elle a 13 ans. Fait Ah! que là, elle commence à avoir des bobos, mais tu sais, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle a. Fait Oui. que je suis allée voir la Alors, vétérinaire. on n'a pas beaucoup parlé des Premières Nations cette saison-ci. On l'a parlé une fois avec Julie Gauthier, qui était anthropologue au Collège Antique, qui a parlé d'autochtonisation du Collège Antique. Et là, je trouvais que
en allant à la TUC, territoire Atikamekw, je pense que c'est important d'avoir... Et Simon, vous allez en parler aussi, mais on voulait vous avoir pour parler aussi de vos projets, parce que vous avez des projets... vous avez créé, en fait, un OBNL. On va en parler plus tard, mais vraiment, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et là, on a Marc-André Ayotte qui est avec nous aussi, qui va être là dès le début, qui va quitter pour retourner derrière son comptoir. Brasser de la bière. Oui, Ouais, donc, oui. propriétaire de la microbrasserie La Pêcheresse. Exactement. Où nous sommes. Copropriétaire. Copropriétaire, voilà. Exactement. Yes. Ouais. Alors, les gens fortement alcoolisés déjà dans la salle qui Déjà, applaudissent, c'est fait. évidemment. Et là, vous allez devoir, j'imagine, avec la loi 21 sur la laïcité, changer votre nom parce qu'il n'y aura plus de péché puisque nous serons un État c'est laïque. terminé. Nous serons maintenant, je sais pas, là, La tannante. La facétieuse. Ouais, la c'est microbrasserie, la On va facétieuse. être plus léger. Non, mais parlez-nous de la microbrasserie. Ça fait, en fait, de l'idée de Depuis- départ, depuis combien de temps? Oui, c'est depuis 2015, en Ouais. fait, qu'on a notre permis de brassage. On a Ouais. commencé, moi, j'étais sur un soutien travailleur autonome, puis Mike, il était encore professeur de musique à Y School. Fait que pour Ah ouais. vous donner l'évolution, on est rendu... Les professeurs de 200. musique, on le sait, ça boit quand même beaucoup de bière. C'est terrible. Oui. Écoute, juste Ouais. juste son train de vie. Là, Ben oui, c'est un mode de vie pour eux, ben oui. Oui. Puis, Une ensuite, bière, c'est un steak. c'est ça. On a, puis là, c'est ça. Maintenant, on est 10 employés. On a une entreprise florissante. Et là, on peut boire la bière sur place, évidemment, et vous brassez vous brassez vos bières pour la mettre en bouteille qu'on peut acheter dans les dépanneurs, dans les épiceries, c'est Oui, ça? c'est ça. 250 points de vente. C'est canette maintenant. On vient de switcher. Là. Ah oui? Oui, C'est récemment. mieux, ça? C'est mieux, oui, c'est mieux, c'est plus léger, c'est plus facile, l'automatisation aussi. Et pour la planète? Pour la planète, je vous dirais que si... Parce que c'est important. Si on recyclerait toutes les bouteilles 100% qu'on produit, Oui. là, ça serait meilleur la bouteille. Mais comme c'est pas le cas, Ouais. la canette est une alternative qui vaut son jalon. Puis on va en parler avec MC Gilles tantôt, mais il y a une espèce de mouvement, puis on va en parler aussi avec Simon, je pense, mais il y a un mouvement aussi, toute la bière, en fait, le fait de chaque région du Québec, il y a de plus en plus de microbrasseries. Et moi, je l'ai vu à Bécomo, entre autres, il y a quelques années. On l'a vu aussi à Val-d'Or, un retour aussi des jeunes qui reviennent souvent. Je ne sais pas si vous êtes natif. Je suis natif. Bon. Nous sommes natifs. Est-ce que vous avez moi, quitté Michael, et vous êtes ouais. revenu? Vous êtes toujours resté à la TUC? Non, j'ai fait Sherbrooke. Moi, j'ai un bac en psychologie. Ah Après ouais? ça, je suis allé à Montréal, je travaillais dans les bars. Mon Dieu, ça peut faire peur. Un bac en psycho Ouais, et brasseur en même temps. là. Ouais. Vous tirez toutes les ficelles de tous les côtés pour tout contrôler compris. le mental des gens. T'as tout compris. C'est le succès de la brasserie, en fait. Mais c'est ça, il y a un retour des jeunes, souvent. Ben oui, mais c'est un véhicule exceptionnel. Ben oui, là, mais c'est parce que fantastique. on fait de la bière, mais on est un diffuseur culturel. Oui. Après ça, on Il y a des utilise- spectacles. Est-ce qu'il y a des Il y a spectacles des ici? spectacles ici, Oui. oui, c'est ça. On a un partenariat avec le complexe culturel. Fait qu'on produit Ah, des spectacles. les gens sont là, ici. oui. OK, les Euh, prochains spectacles qui s'en viennent, là, pour donner une idée. On a Blue Jeans Bleu. Ah oui, mon Ouais. Dieu, ça c'est drôle. Ça. Et qui sont le chanteur de Blue Jeans Bleu, qui est un brasseur, enfin, qui est à l'île de Garde, voyons à Montréal. donc. Ben oui, voyons oui, donc. tout à fait. Ben oui. Et qui va Tout est quitter. dans tout. Qui va quitter. Je pense qu'il n'y a même plus le temps de travailler à l'île de Garde. Moi, c'est là que j'ai connu à l'époque où OK. je buvais de la bière. Maintenant, je vais à l'île de Garde pour demander mon chemin pour les AA. Non, c'est pas vrai. Non, mais ils brassent du kombucha. Est-ce que vous brassez du kombucha ici? Non, pas encore. Ça serait intéressant, ça. Oui. On a fait, par exemple, Quetzal, qui est à Shawinigan, Oui. a brassé un brassin exclusif pour Kirano Santé, qui est un magasin d'aliments naturels ici, avec la camerise du... Ah qui pousse au lac à Beauce. Oui. Fait que c'est ça. Puis une bière sans alcool, éventuellement. Parce qu'il y a un marché, là, je sais, je fais des blagues, je prêche pour ma paroisse, mais je veux dire... Oui, alors... et voilà, les gens... en fait, il y a 2 ans. Mais il y a une recrudescence de la bière sans alcool. On le voit sur le littéralement. marché. Est-ce que c'est difficile pour un brasseur de faire Oui. J'imagine que oui, hein? Oui, extrêmement, parce que il faut... si on pasteurise, là, si on fait évaporer l'alcool, on va tuer la levure. Puis là, ça va goûter... Il faut mettre des- du sucre. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que il y en a qui le font très bien. Il y a la Bocale, entre autres, qui fait les ouais, deux. La Bocale ouais, brasse de la... ouais. de- La de- découverte est très bonne, le Bocale, sans alcool. Ah oui, vraiment. Ouais, ils font ouais. un bon boulot. Ouais, ouais. Fait que non, c'est pas dans nos projets là, OK. pour l'instant. OK. Mais, Vous allez y venir, vous allez voir, vous allez avoir de la pression éventuellement parce que les gens finissent par comprendre, se choisir, devenir de meilleures personnes et vouloir cheminer là-dedans pour de nombreuses années. Alléluia. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Marc-André Ayotte, de nous accueillir. C'est Ben, un merci à endroit vous autres. formidable. Les gens sont là. Merci. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir ici à cette balado. Bon, ah, voilà, il est parti. Je pense que la console a pris 2 pintes avant l'émission. Elle est un petit peu décalée.
Alors, MC Gilles, on va y aller tout de suite avec vous parce que vous êtes la vedette ce soir autour de la table. C'est je dois vous, mon dire. cher frère. Et j'aime pas ça. Moi, je veux pas que cette balado tombe là-dedans, là, invité de la vedette. Non. Mais c'était un naturel de vous avoir ici pour aller faire une balado en Mauricie. Vous n'êtes pas de la tuque, donc, du tout, même, hein? Non, mais c'est ma bière Oui. préférée, et Oui. sans farce, parce que j'ai un petit commerce, moi, maintenant. J'essaie Oui. d'élargir mes horizons. Et à Saint-Anne-de-la-Pérade, on n'a pas grand-chose à part le poisson des chenaux. Oui. Moi, ça dure 1 mois et demi, l'hiver. Et j'ai décidé d'ouvrir un petit magasin qui devait seulement être saisonnier durant Ouais. le poisson des chenaux. Et finalement, principalement à cause ou par la faute de la pécheresse, parce que cette année, j'ai un permis d'alcool maintenant. Ouais. Et je vends la micro du coin. L'objectif, c'était de vendre la micro Ouais. dans Mauricie. Et là, j'ai des habitués, ce qui fait que des gens qui viennent, puis j'ai une personne qui ne boit que de la Miss Ghost, j'ai une personne qui est une bière d'ici, là, Ouais. quelqu'un qui ne boit seulement de la Mr. Coffee, quelqu'un qui boit seulement de la Wayagamac. Ouais. Donc là, je suis pogné pour rester ouvert. Ouais. Je me mettrai pas riche avec ça, Non. mais je rencontre des gens. Bon. Et Mais là, on va trop vite. On va en parler. Je vais voulais trop pas en vite? parler. Oui, parce qu'avant, moi, Vas-y, étape par étape. je veux savoir le déclic. Oui. Vous êtes dans le jet set montréalais. Ah, arrête donc. Et Je compte ça, je le- m'en moque. Je le sais, oui, mais bon, on s'en moque, mais on est dedans en même temps, fait que c'est comme, bon, Ouais. c'est le Faut serpent être qui... dedans pour s'en moquer. Ouais, c'est ça, le serpent mange Vous chacun. vous en moquez aussi, monsieur Oui. Jourdain. Mais le déclic est où de décider de s'installer il y a 17 ans? Ouais. Ouais, à Euh, Saint-Anne-de-Pérade? Bonne question. Écoute, à l'époque, je gère CISM. Parce que vous n'êtes pas du tout natif de Saint-Anne non, Non, plus. je suis là. un gars de Québec. Ouais. Mes Désolé, parents- désolé pour vous. Je suis désolé. j'ai quitté, j'ai compris. Oui, vous êtes sauvé, comme on dit dans le Oui, milieu. mais j'étais un bizarre. Déjà, à Québec, être un bizarre, J'imagine. c'était différent, c'était pas facile. Donc, moi, je gérais Chiz, la radio de l'Université Laval, n'est-ce pas, que j'ai cofondé. Et après, je suis à la CISM, qui est la même chose, Ah à oui. l'Université de Montréal. C'est Un mon peu le alma C'est Fou. mater. Vous, c'est fou à Trois-Rivières, de Montréal. Et c'est bien beau la ville, mais moi, mes grands-parents viennent du Témiscouata. Et Oui. tous mes étés, je les passais là-bas. Tu sais, ferme à grandeur humaine. Oui. On ne verra plus ça. Là. C'est-à-dire qu'on mangeait le cochon avec qui on s'amusait. Oui. Puis, on avait ramassé. J'ai vu des poules courir, même s'ils étaient mortes. Puis Ben plein oui. d'affaires de même. Ben là. oui, ben oui. Et puis, je voulais revivre ça un petit peu. Fait Ouais. que moi, j'ai un ami agent des meubles. Puis, il m'a dit, toi, tu sais, soir de brosse. Mais tous mes projets, ça fait toujours par un soir de brosse, Ah ouais. dont mon magasin, dont être ici, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de boire, ma frère, parce que tout va s'arrêter. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que si t'achetais de quoi, tu t'achèterais quoi? Et moi, je suis un auteur je pense que vous le savez, là, de patrimoine, Oui. de vieilles affaires, Ben oui. de local, etc. Et puis, lui, il était à Québec et en Mauricie. Donc, il m'a dit, en Mauricie, là, et surtout à cette époque-là, nous, Saint-Anne-de-la-Pérade, une maison sur deux était à vendre. Ouais. C'est un village qui a quand même fait. Là, on parle au début des années 2000. Oui, Oui. c'est un village qui était un peu plus vieux, un peu plus jeune que Québec, mais Ouais. à peine. On a Ouais. fêté notre 350e anniversaire il y a 2 ans. Donc, on était un village très, très âgé. Oui. Donc, des très, très vieilles maisons. Et j'avais fait une liste de critères, donc je te la fais le plus rapidement que je peux. Maison centenaire, cachet, grand terrain pour faire un jardin, Oui. garage, potentiel de revenus, le poisson des chenaux, Oui. pas de voisins, tranquillité, rénovation possible, ben, j'aime ça rénover. Ouais. Puis il m'a trouvé l'ancienne banque du village. Là, ça a l'air bien big, mais ça ne l'est pas. Là. Non, non, Il y a un pignon tout croche. Ouais. Après ça. C'est la maison de 1880 Quand même. qui a appartenu à M. Rousseau, Ouais. qui a fait faillite comme tout le monde en 1929 avec la crise. Oui. Et j'ai acheté cette maison-là qui était la banque et je l'ai retapée. OK. Et j'y habite. Oui. Et parce qu'ils me l'ont vendu moins cher que mon char. Ah, ouais. Et plus tard, l'ancienne pharmacie du village qui est en Oui. face d'église est Oui. tombée à vendre. Ouais. Puis elle, je l'habite pas, fait que je vais vous dire le prix. Là. C'est là où il y a mon petit magasin, Oui. qui est à côté du maudit Subway à Marde, là, qui est en Il reconstruction. paraît que ça sent pas bon, j'ai vu ça. Ça sent pas bon, tu dis? Habiter à côté d'un Subway, il paraît que ça Parle-moi émane. pas sur le Subway, on va pas Les rien. pâtes des papiers, c'est rien comparé à un Subway. C'est épouvantable. D'ailleurs, le pain du Subway est fait avec une partie des pâtes et papiers. Puis là, Il paraît. ils ont rasé le Subway, puis ils le reconstruisent. Et la seule question que j'ai de tous les touristes qui arrêtent, là, Ouais. c'est « Il est où le Subway? » Ben, il me semble pas Ça, c'est là. des gens de Canada-Madeleine avec cette accent. L'Ontario. Je peux-tu avoir des biscuits? Ben, man, il y a un trou. Tu sais, peux aller dans le trou voir s'il y a Ah oui. des biscuits, mais il n'y en aura pas. Donc, l'ancienne pharmacie du village que j'ai retapée aussi, je l'ai payé 30 000. Hey boy, OK. Ben, je sais. Donc, ça coûtait rien. Vous Ça- perdiez rien ça- à ça acheter coûtait ça. rien. Et vous avez l'idée déjà de faire un... Vous me dites en pré-entrevue, Oui. parce qu'on est très On est professionnel, proche. Oui. que c'est une espèce de gaz bar blues, c'était votre rêve. Oui. Donc, dans votre cas, un gaz bar brun. Exactement. On pourrait dire ça. C'est très fort. J'ai travaillé longtemps là-dessus. Pas tant, non? Non. Donc, ben oui, c'est que j'avais des locataires à l'époque, et puis... Que vous avez évincé. Non, au contraire, ben, les gens se vieillissent, puis à un moment donné, ils partent. C'est la Et- vie qui nous évince. C'est C'est ça. la gentrification. À Saint-Anne-de-la-Pérade, la gentrification, c'est le cimetière. C'est vous, en fait. Donc, les gens, ben, avec le temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qui arrivent. Oui. Ils quittaient pour le foyer et tout ça. Et à chaque fois, je rénovais le loyer.
Et je me suis dit, un jour, je vais réaliser mon rêve, je vais faire mon petit magasin. Oui, très Gaz Bar Blues, parce que vous allez tous me voir, de toute façon, là, je suis ouvert tous les week-ends, ploy. Et j'ai une chaise berçante. J'ai acheté le vieux comptoir de magasin général de Lillet, de Saint-Eugène de Lillet, qui a 150 ans. Wow. Je l'ai mis comme comptoir. Ah oui. Et j'ai une chaise berçante. Et il y a plein de gens qui viennent juste pour ça. Pour s'asseoir. Est-ce que je peux m'asseoir, bien sûr? Oui. Et là, des gens qui te racontent des affaires qui... Et vous avez le personnage médiatique qui se prête à ça aussi. Je veux dire, j'imagine que les gens arrêtent un peu pour aller... En tout cas, il doit y avoir un bouche-à-oreille qui se fait. Oui. Parce que vous êtes facile d'approche quand même, on doit le dire. Mais il y a un objectif aussi que, tu sais, j'étais un étrange dans tous les sens du mot. Oui. C'est-à-dire que je suis pas né là. Oui. J'étais un bizarre aussi. Oui. Fait qu'il fallait aussi que je m'implique localement. Oui. Et on va se le dire quand même, dans un village de 2000 habitants, Oui. ça se fera pas du jour au lendemain. Non. Il faut que tu t'impliques, il faut que tu donnes, il faut que tu aides, il faut que tu parles aux gens, Oui. il faut que tu sois là. Donc, il y avait cette crainte-là au début du maudit de Montréal, parce que j'étais devenu un maudit de Montréal, qui vient nous acheter une maison pas chère ici, qui va venir profiter de nous autres. Puis ma job, c'est de faire des blagues dans la vie. On va faire des parties, puis des orgies, puis des bordels. Exact. Ben oui. Puis il va nous niaiser, puis ça va être terrible. OK? Ouais. Donc, je suis allé en étapes. OK? La première étape que j'ai faite, c'est que à chaque fois que je faisais un quiz, parce que nous, on n'a pas, quand on gagne dans des quiz, on ne garde pas l'argent. On le donne à une œuvre de charité. Ben oui, Donc, je tout à fait. donnais l'argent à l'œuvre. Oui. Puis dans le quiz de Joël Legendre, là, les pastilles. Qui là, ça? peu importe. Vous l'avez toujours pas évité, d'ailleurs. C'est paquet voleur. Je m'en vais-tu pas gagner 75 000 toi, chose? Wow. Parce que derrière le cave, il y a un minimum de culture générale. Et ben là, tout d'un coup, ils m'ont comme aimé, tu sais, ils m'ont comme décidé de... Et ils m'ont adopté. Et là, je voulais faire quelque chose qui n'allait pas compétitionner dans la place. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas dans la parade? Oui. Ben, on n'a pas... Pour que les gens disent, mon Dieu, il remplit une fonction, il nous a donné quelque chose qu'on n'avait pas. Ouais, on a une quincaillerie, on a un dépanneur, Oui. fait que je vends pas de chips, je vends pas de liqueur, puis je suis pas un restaurant. Puis là, je me suis dit, il n'y avait pas de micro, fait que je vais vendre de la microbrasserie. Je suis allé me chercher un permis d'alcool, je vous dis pas là, comment ça a été compliqué. Ouais. Et je vends mes doubles de vinyle, parce que j'ai des milliers de vinyles, fait que vous pouvez trouver des vieux disques là, puis du linge ridicule, puis du papier de toilette de Donald Trump, puis plein de messages politiques bien subtils comme ça. Mais donc, un commerce complètement incroyable. En fait, c'est un commerce incroyable qu'on peut même pas vraiment imaginer. C'est quand même cool. C'est complètement décalé. Vous dire l'argent que je fais avec ça. Non, Mais pas du tout. C'est Ben ça non. qui est très drôle. Mais regarde, juste, j'aime l'humain et tout ça. Et juste, par exemple, la gang ici, j'arrive, puis tu sais, la première personne qui m'a salué en arrivant, c'est le livreur qui vient me porter ma bière, Ben oui. tu sais, à toutes les semaines. Ben oui. Puis lui, il s'assoit, puis on jase. Ouais. Puis là, on a des jokes. Tu sais, c'est que ça aussi s'impliquer dans un milieu, tu sais, Ouais. c'est de devenir chum avec le monde. Tout à fait. Puis d'écouter. Et là, tu comprends qu'est-ce qui se passe à La Tuque, tu comprends qu'est-ce qui se passe en Mauricie, c'est quoi nos enjeux. Ouais. Il faut créer une communauté. Tout à fait. Et puis, on a à peu près tous les mêmes enjeux. Oui. Les jeunes vont étudier, comme on a vu tout à l'heure, le copropriétaire ici. Ils vont étudier. Certains reviennent, certains ne reviennent pas. Ouais. Les jeunes veulent des maisons neuves, mais ils n'achètent pas les maisons ancestrales, donc on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est étonnant. Moi, j'ai l'impression, puis Simon, je sais que le patrimoine bâti, c'est Un dada. un sujet qui vous interpelle. Comment on peut expliquer ça? Parce que moi, si un jour j'ai ménage de Montréal, parce que ça va arriver parce que je commence à être écœuré, c'est sûr que j'aimerais aller dans une maison patrimoniale. Pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'au Québec, on a un problème? On a déjà parlé dans ces balados-là. On a un rapport quand même un peu peut-être tordu avec notre patrimoine bâti, entre autres, et c'est partout. C'est pas juste les autorités qui le négligent, en fait, visiblement. Ouais, mais il y a quand même la charge de rénovation C'est ça. aussi qui est immense aussi. Faire du neuf avec du vieux en respectant le vieux, Ouais. pour faire un endroit confortable. Je sais qu'il y a Hugo Latulippe qui a acheté, par exemple, l'ancien presbytère à Kakuna. Ouais. Et ça vient aussi avec tout un cahier de charge, Ouais. comment on rénove ces endroits-là respectant, ouais. en les respectant. Et c'est certain que quand on veut arriver avec un nid familial assez confortable, rapidement et de manière... C'est pas tout le monde qui a, comme MC Gilles, le désir de passer ses fins de semaine avec un tournevis et un couteau à J-Proc. Et il faut plier sur certaines choses. Moi, l'hiver, il fait pas 20 degrés chez nous. Là. Ouais. Il fait 13-14 parce que sinon, je chauffe dehors. Là. C'est sûr, c'était pas isolé. Non. Je commence à Vous n'avez pas signé le pacte, vous, hein? Non, ça serait très, ça serait très hypocrite de le faire. Tu sais. Parce que je fais beaucoup de millage, je suis désolé. Mais oui, c'est important et je comprends tout ça. Il y a des choses, par exemple, j'ai été assez chanceux. Habituellement, quand ça n'a pas été rénové beaucoup, et c'est pour ça que les lieux pauvres, il n'y a rien pour rien dans la vie, c'est fascinant des fois. Les lieux pauvres sont intéressants. On est un village pauvre, nous, mais c'est très positif parce que sinon, on aurait rasé tout ça et on serait devenu une banlieue de Trois-Rivières, ce qui n'est pas le cas. On a gardé ce qu'on avait. Moi, ma maison, le deuxième avait été condamné depuis 40 ans et c'est la plus belle chose qui peut arriver parce qu'ils ne l'ont pas rénové. Ah ouais. En bas, c'était pas beau, les plafonds hauts.
Fait qu'ils ont baissé les plafonds. Ah, c'est pas beau de la planche, c'est murs, on met du J-Proc par-dessus. Ouais. Donc, tout ce qu'ils ont fait après, c'est dégueulasse, Ouais. mais ce qui était d'origine était pour toujours. J'ai mon toit de tôle d'origine. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, du bardeau d'asphalte, on change ça aux 20 ans. Là, tu sais. Ouais. Fait que tout ça était fantastique. Et puis, puis là, ce qui est arrivé aussi, là, ben là, c'est, pour arriver à ton affaire, pourquoi tu es là et tout, ben, c'est sûr que dans notre métier aussi, il faut brander des affaires. Oui. Et j'ai vu qu'en Mauricie, beaucoup de monde brandait Fred Pellerin, tu sais, qui Oui. est le fier Puis si on porte-parole. ne pas farfadet, c'est peut-être une offre qui Oui. peut-être peut moins nous Mais intéresser. la plus belle chose qui est arrivée, c'est qu'il a connu un immense... En tout respect pour Fred Pellerin. En là. tout respect Ah pour oui. les lutins. Oui, oui. C'est qu'il a connu un succès phénoménal Oui. mondial. Oui. Et si vous voulez avoir Fred Pellerin qui vous parle de la Mauricie, ben vous allez l'appeler, puis il va dire on est dans le jeu, on peut pas. Ah, Il y a ouais. mon frère qui est disponible. Ouais. Puis là, après ça, il m'appelle moi. Ouais. Moi, je suis allé direct à vous. par Ben, vous exemple. êtes gentil. Oui. Parce que c'est sincèrement un coin merveilleux. Oui. Vous le voyez ici. Là, Oui. Et tout le monde, pour une Ah. raison que je ne comprends pas, vont dans les Laurentides, C'est ça que j'allais dans dire. Un l'Estrie. peu méconnu, un peu sous-estimé. Totalement. En fait. Ouais, La belle d'à côté. Mais c'est vrai. Ouais. On n'est pas loin. On Ouais. n'a pas de trafic. c'est vrai. Si vous partez de Québec ou de Montréal, venez en Mauricie, ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures Ben, si vous êtes dans le parc ou ici. On à n'a pas la- besoin de prendre Mais c'est pas loin. l'Asti de 15, Exact. qui est toujours bloqué. On ne l'apprend jamais pour venir ici, c'est extraordinaire. Et c'est pas fake. C'est-à-dire Non. que Ouais. c'est le vrai monde de la place. Oui. Les vraies places qui n'ont pas été. Je vais bâcher Laurentide puis l'Estrie. Ah, il faut. Tout ça- Oui. tout ça- non, mais Oui. tout ça est totalement artificiel. Tu sais, la fermette à 2 millions en Ben oui, ben Estrie. oui, ben oui. Et là, je regarde la maison faussement ancestrale faite en faux plastique. Oui. Là. Et je me dis, ben voyons donc, pourquoi vous achetez pas une vraie affaire Ouais. qui a appartenu à quelqu'un, tu sais, Ouais. puis informez-vous à Un l'appartenant à qui. notaire, ouais. Mais parlez au monde. Oui, Tu sais, ouais. le monsieur, moi, aussi dans mon village, il y a un gars qui a ouvert un petit bar. C'est le seul bar qu'on a. C'est un bed and breakfast. C'est l'ancienne maison du docteur. Bon, on l'appelle comme ça. Puis là, je disais, ouais, pourquoi on l'appelle de même? Mais c'est parce que c'était le docteur. Puis évidemment, il y avait le curé, puis il y avait le docteur. Ouais. Il y en a un autre, lui, il a acheté le presbytère, 17 chambres à coucher. Chaque chambre à coucher a sa salle de bain parce qu'à l'époque, il fallait que les monseigneurs et les curés, ils n'allaient pas faire pipi avec l'autre. En tout cas, Ouais. il y allait, mais il n'était pas supposé. Ouais, c'est ça. Donc, Et pas toujours pour faire pipi. C'est pas pour faire pipi, c'est Et ça. pas pour faire pipi. mais, puis on est proche, tu sais, on a tout. Mon Dieu, que c'est Les bien. gens sont fins, c'est merveilleux. Donc, puis je découvre les nouvelles affaires. Mais je t'avoue, et parce que je me connais, je dis tout ce que je pense Ben oui. et tout ça, j'étais un peu découragé durant mes 10 premières années en Mauricie. Parce que je voyais tout le monde partir, Ouais. je voyais rien qui se passait, Ouais. des jeunes traverser la traque de chemin de fer le plus vite qu'ils pouvaient quand le train arrivait, c'était leur seul passe-temps parce que ça leur donnait un petit peu d'adrénaline. Ouais. Puis là, je me disais, où c'est qu'on s'en va avec ça? Les gens vont mourir, puis tout va être, tu sais, je veux dire, Ouais. je m'en vais au cimetière comme tout le monde, ça va Ouais. s'arrêter. Et il est arrivé quelque chose que je m'attendais pas, la bière. Oui. Et je sais que tu ne bois pas et je m'excuse. Non, mais c'est pas grave. Je dis pas que c'est un problème. Non, mais par Pas contre, parce que moi j'ai arrêté mais- puis je reconnais. mais là où je suis d'accord avec toi, tu sais, là, maintenant qu'on a fait. Parce que là, moi, dans mon coin, là, on est en train d'en ouvrir une partout. Là. On en Oui. ouvre une à Saint-Anne-de-la-Pérade cette année. Il y en a une à Saint-Casimir, qui est le village voisin. Saint-Stanislas, ça s'appelle le presbytère parce que c'est au presbytère. Sainte-Tech, il n'y a pas de micro, mais qui est en train d'exploser. Puis il y a un restaurant mexicain à Sainte-Tech, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Saint-Tite, il y a à l'affût, qui est rendu avec plus d'employés que le festival Western de Saint-Tite, Ah, ouais. qui, soit dit en passant, est commandité par Molson. Ah, Parce que c'est le festival Course, alors Ouais. qu'ils ont une micro dans la place qui Ouais. engage plus de monde. Ouais. Moi, j'ai le droit de le dire. Eux, Oui. ils n'osent pas faire de peine à leurs gens. Ben On non. vit dans un village. Moi, je le dis, ça se fait pas. vous J'enchaîne. avez raison, MC. Vous êtes en colère. Et je suis en colère. Ouais. Et il y avait. Non, mais c'est vrai. Bon, il y avait le trou du diable, mais là, on sait pas trop ce qui s'est passé. LOL. Mais bon, fait que cette bière-là a ramené des jeunes. Saint-Casimir, c'est absurde. C'est rendu, j'en parlais tantôt, il y a eu la commission brassicole l'autre jour. C'est rendu hipster, bout de calvasse. Je connais un petit couple, là, le gars, il fait des bijoux avec son imprimante 3D. What the fuck, de calvasse, là, on n'est pas à Saint-Casimir. Puis sa blonde est responsable des communications des boîtes d'art contemporain du Vieux-Québec. Ben voyons. Comment ça se peut, ça? C'est incroyable. Ça n'existait pas avant. Non, ça, Et oui. ça a commencé avec les micros. Maintenant, il faut prendre, c'est vrai, il faut prendre cette formule-là. Et la bière a autre chose. Oui, Parce que ben, c'est beau faire de la bière, on dit- mais oui, tout oui. le monde fait de la bière. Fait que là, on va faire autre chose. Mais la bouffe, entre autres, le terroir, les produits du terroir. Je sais que c'est cliché à dire, mais c'est une richesse aussi. Avec une nouvelle génération. Oui. Et aussi, certains veulent un certain retour à la terre qui est presque impossible à faire, soit dit en passant, parce que ça prend des investissements Oui. ahurissants. Et les Chinois achètent tout. Et Il paraît. non, mais. Des médicaments. Oui. Et les lois sont impossibles à contourner Oui, si tout vous à voulez fait. avoir une petite ferme. Tu sais, moi, j'ai mon Ouais. petit jardin, puis Ouais. si je voulais te vendre des fraises, je pourrais pas. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est complètement absurde. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais je vois arriver un souffle que jamais je pensais Ouais. voir arriver. Ouais. Puis je le vois dans mon petit commerce niaiseux où j'ai une chemise que moi, je trouve drôle avec des vannes puis des tanks à gaz dessus. Puis je me dis... Là, le monde me dit, ben, si c'était sur Saint-Laurent, ça vendrait. Mais c'est ça le but, Calvaire, je veux pas être sur Saint-Laurent. Fait que là, et là, le local de 73 ans, il voit ma chemise, il dit, hey, là, t'as tabarnak, ta chemise.
Mais le jeune, lui, il dit, c'est bien drôle, Oui. ça. Puis là, je me dis, ça n'existait pas, ça, quand je suis arrivé. Ouais. Et là, on est en train, oui, de recréer ça tranquillement. Et oui, dans un esprit de communauté. Et encore là, les églises, par exemple, qui est un autre, moi aussi, je suis amateur de patrimoine bâti. Notre église qui est immense, Oui. qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, tu vois, depuis quelques années, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est devenu une certaine nouvelle religion, l'écologie et l'environnement. Oui. Il y a le salon de l'écologie qu'on fait 2 ou 3 fois. Et quand tu rentres dans l'église, avant même de voir les bénitiers, tu as un bac pour recycler tes batteries, Oui. un bac pour recycler tes attaches à pain, Hey! un bac pour recycler tes canettes de liqueur. Oui. Je me suis dit, c'est pas fou, mais sérieux, c'est Mais pas non, fou. mais non, c'est ça. Tu te dis, et là, tout d'un coup, tu vas à l'église, pas pour la messe, là, mais tu vas à l'église, puis tu as un paquet de jeunes qui sont là, puis tu dis, moi, je fais du miel. Voyons que tu fais du miel. Tu fais du miel où, toi? Je fais du miel au bout de ton rang, là-bas. Mais moi, je te connais pas. Comment ça se fait? Ben, parce qu'on se parle pas. Tu sais, on est dans. Mais là, je te connais. Alors, l'Église reprend son ancien Ben rôle, oui. en fait, de réunir la communauté, mais sous de nouveaux auspices. Oui, et c'est sûr qu'on l'a fait un peu par la porte de Oui, côté, oui, oui, parce oui. qu'on l'aurait demandé au clergé. Mais là, il n'y a Oui. plus de curé de nous le dire, il n'y en a Non, plus. heureusement. C'est un Africain, puis il n'a aucune idée. On est qui, puis on fait quoi? Ouais. Donc, tu vois, je vois une certaine lumière et je pense sincèrement que la Mauricie est un certain... Comme c'est abordable et comme on n'est pas loin de Québec, puis comme on n'est pas loin de Montréal, Tout à fait. c'est Bon. possible, comme toi, tu me disais tantôt, Montréal, j'en reviens. Ah ouais, mais moi, j'aurais pas dit ça il y a 2 ans, pour vrai, et là, je commence à être tanné. Et sincèrement, je sais qu'on est à Mauricie, là, on triche, mais puis est-ce que tu regarderais chez nous ou tu regardes aussi ailleurs? Ben moi, j'ai habité dans les cantons de l'Est plus jeune, alors c'est sûr que j'ai mes repères là-bas, mais Mon Foglia, toi? je laisse la vie m'amener où j'irai quand je serai prêt, mais là, j'ai pas les moyens de partir à Montréal et je peux pas. De toute façon, là, ma configuration familiale fait que je pourrais pas Ouais. pour l'instant, mais éventuellement, c'est sûr Bon, que ben, je vais commencer à t'envoyer des projets. Oui, Et ce que ça se passe, c'est un projet, sans blague. oui, Je vais vendre mon Saint-Anne-de-la-Pérade, vous vendrez votre tuc tantôt, là, chacun vend Oui. son affaire. oui. Moi, on a l'ancienne gare, là, Oui. les gens sont moqués de ces gens-là, mais les gens ont pris la gare, ils Oui. ont pris 10 ans de leur vie, Oui. et ils ont retapé la gare, et c'est leur maison à eux. Ah ouais. C'est une gare. Oui. Le train passe, là, oui. Wow. OK, ça arrive. Et depuis le lac Mégantic, il passe malheureusement plus souvent. Mais leur maison est hallucinante. Ben oui. Il y a des choses qu'on a. Il y a une immense usine de biscuits qui est dans le fond d'un champ que personne ne connaît, qui a été vendue à Biscuits Leclerc, qui a fermé ça. Oui. Donc, ça, si on était à Montréal, là, on pourrait faire Ubisoft là-dedans, mon gars, Ouais. là, parce qu'on a une usine vide. Si tu veux prendre des photos de quelque chose de beau, là, Ouais. tu sais, en briques rouges. Ouais. Comme Griffintown, finalement. Ouais. Ouais, mais le fun. OK. Et puis, et puis tu vas prendre une marche là, puis tu sais, tu te quoi de plus complètement décalé qu'embarquer d'entrer dans Tout à une fait. usine qui n'existe Tout à fait, plus. tout à fait. Bon. Ça, je peux te conter des histoires de même là, toute la soirée si ça te tente. Oui. Et ça, c'est pas. Là, c'est mon village. Oui. Mais T'en as applique-le plein d'autres. et applique-le Villages. à tous les Il y a villages. tout ça, ben oui. Tout le monde a son histoire, tout le monde a une patente, tout le Mais monde tu sais, a une forcément, on gogosse. parlait d'écologie tantôt avec le pacte, on fait des blagues avec ça. Ouais. Mais il y a quand même une réflexion, particulièrement sur les plus jeunes générations, sur moins voyager, Ouais. sur l'empreinte écologique. Et moi, je me rends compte que le Québec, on le connaît très mal, au Québec même. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je faisais des blagues avec la loi 21, la laïcité. Il y a un clivage présentement social. Et je trouve que tout le monde se promène ailleurs qu'à Montréal, partout au Québec. Ça ferait du bien parce qu'on comprendrait d'où on vient aussi, nous-mêmes. Ouais. On va parler plus tard des Atikamekw, des Premières Nations, mais c'est la même chose. Dans toute une espèce de désir de réconciliation, de bonne entente, je trouve qu'on devrait se réapproprier. Puis Simon, je pense que vous allez être d'accord avec moi, de se réapproprier le territoire, de se promener. Si on veut moins voyager, parce que en avion, entre autres, prenez, oui, votre voiture, allez en Abitibi, allez en Mauricie, allez, parce que le Québec est grand. Puis moi, je me rends compte que les gens, et je le vois parce qu'on sort comme on est, les gens sont contents qu'on sorte de Montréal, entre autres, mais on ne voyage pas. On connaît mal le Québec. Godefroy, vous le dites régulièrement, que vous-même, vous trouvez des fois que vous n'êtes pas assez promené au Québec. C'est plutôt métro Jarry dans ce coin. Non, mais on fait des blagues, mais puis je trouve ça. Et MC, c'est pour ça que je voulais que vous Mais veniez c'est- à Balado, parce que c'est l'occupation du territoire. On incarne ça, exactement. C'est très important, Voilà. l'occupation du territoire. Dans les Premières Nations, vous nous l'avez montré. On s'excuse d'ailleurs Oui. au nom de nos ancêtres d'en avoir un peu trop. Ah ouais. Parfois Merci. trop occupé. Oui. Quand on regarde la carte d'ailleurs, Oui. on l'occupe. Mais oui, et le défi du numérique aujourd'hui, tu sais, quand j'entends à Montréal le virage numérique, tu sais, Ouais. Radio-Canada nous casse la tête avec Oui. leur Ouais, virage numérique, mais le virage numérique, ça devrait être ça aussi. Oui. Que si moi, si je veux travailler ici, Oui. parce que moi, me demande dans mon petit magasin encore, là, en fait, pourquoi tu restes pas ici tout le temps? Parce que moi, j'ai coupé en deux. De septembre à mars, Oui. je suis toujours à Montréal parce que je travaille 7-7. Oui. Et de mars à septembre, je suis toujours en Mauricie. Oui. Sauf que s'il y avait une job dans ce que je fais, tu sais, et il y en avait avant, il y avait Ben, il y avait des y avait antennes régionales partout. que ce soit de la Médiatique, télé, de la radio. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, ben, vous avez La l'émission presse écrite aussi. vous avez l'émission du matin, Oui. réseau après. Oui.
Je ne vois pas comment vous faites, mais je vous trouve tous très gentils ici d'endurer la circulation sur les réseaux que vous avez ici, puis ils vous disent que le pont Champlain est en construction. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous en sacrer? C'est à 3 heures de char. Tout à fait. En plus, on a mixé les réseaux. On a mis la Mauricie avec l'Estrie. Alors souvent, on est à Sherbrooke. Mais la beauté de la chose, c'est que maintenant, même à Montréal, ça prend 3 heures aussi pour sortir au pont Champlain. Alors, on est tous un peu égaux dans tout ce bordel routier. Mais un jour, on va en convaincre plus. Et c'est sûr que j'ai des amis, oui, très Québec solidaire, et des amis très, je m'excuse de généraliser, là, mais non. et très qui me disent, ben justement, oui, mais tu prends ton char, puis ça te prend 1h30 à aller là. Oui. Et je vais vous dire pire que ça, et ça, je l'ai entendu 2 fois. Regarde, c'est à la Saint-Jean, fin de semaine, là, je vais faire. Moi, je fais des feux dehors, puis il y a de mes amis qui refusent de participer parce qu'ils disent que ça réchauffe la planète. Ben voyons. Puis là, à un moment donné, j'ai le goût de leur dire, c'est parce que c'est un peu absurde, parce que. Et c'est difficile à expliquer, mais, tu sais, quand je jette quelque chose à Sainte-Anne de la Pérade, là, c'est moins grave qu'à Montréal. Oui. Parce qu'il y a 3 millions de personnes, tu sais. Et au Canada, on est 33 millions de personnes. À Toronto, donc, ce sont des enjeux autres. Oui. Mon monsieur, là, qui a le moulin, là, qui vendait de la bouffe à l'époque, de la nourriture pour les animaux, qui maintenant vend des 2x4, puis des brantis, le ministère de l'Environnement est débarqué parce qu'il y avait une tank à gaz, lui, à pompe, où il tankait son tracteur, puis il ne respecte pas énorme. Mais je veux pas être plate, là. Mais dans le 3 pieds carrés, dans le fond de son champ, là, où il y a un peu de diesel qui est tombé à terre, ça n'a pas beaucoup d'importance. OK? Tandis qu'à Montréal, oui, on pollue beaucoup. Il y a beaucoup trop de monde. Si tu vas à l'Assomption puis que tu vas travailler tous les jours au centre-ville de Montréal, tu as un problème. Toi, tu pollues. Toi, ça ne fonctionne pas. Et moi, si on me donne l'opportunité, moi, de toujours être à la campagne, oui, je vais le faire. Mais actuellement, non, on ne me le donne pas. Fait que tout ça pour vous dire qu'on est nous aussi conscients en région de toutes ces affaires-là. C'est juste que nous, l'été, là, le mercure, il ne restera pas à 28 degrés là, le soir. On n'a pas de béton. Non. Donc, tant mieux pour nous. Il tombe à 12. Le terre climatisé, nous autres, on ouvre le châssis. Bon. C'est pas beau, ça? Fait que dites au monde que c'est beau, ça. Oui. Puis si à la gang... Je pense que les gens vous entendent, MC. Si vous venez tous nous rejoindre chez nous, ben on va le changer, le monde. Oui. Et sans farce, Ben oui. à l'échelle humaine. Regarde, j'en ai fait des choix que toi, Fred, ailleurs, là, on les nommera pas. Oui. Et puis... non, mais as-tu vu... C'est pas des farces, tout à l'heure, là. As-tu vu les gens quand ils étaient arrivés? Ça va, tout le monde s'est présenté. Oui. Tout le monde dit qu'est-ce qu'il faisait ici. C'est vrai. Oui. On peut-tu comparer, sans farce, je peux-tu comparer avec d'autres shows? Vas-y. Radio-Canada, je m'envoie un show à la télévision. Y a-tu quelqu'un qui se présente, qui vient dire bonjour? Pas en tout. Ouais. Tu viens d'où? Tu la recherché, ça va dire dans 3. Ouais. Non, mais oui, tout à fait. Alors. Mais changeons l'humain Oui! Mais, et la région change l'humain. Ce sont des propos qu'on entendra très peu à Radio-Canada de moi et de MCG, parce qu'avec ces propos. Mais Radio-Canada. Mais c'est vrai! Radio-Canada, là, je sais, je suis allé partout. À cause d'Infoman, je voyage partout. Je me suis ramassé à Grande Prairie. Oui. Ça, c'est le Rouyn-Noranda de l'Alberta. Oui. J'ai travaillé là, moi. C'est quelque chose, hein? Il y a plus de pick-up qu'il y a de monde. Et puis, bon, évidemment, c'est les sables bitumineux et tout. Les grandes richesses du Canada. Peu importe, il y a quelque chose quand même de grandiose dans la plateforme de Radio-Canada. Je peux, au bout du monde, parce que je suis vraiment rendu au bout du monde, écouter la radio francophone de Radio-Canada, la radio française de Radio-Canada, la première chaîne, la deuxième chaîne. Et je me suis dit, je vais toujours bien l'écouter. Fait que je l'écoute. Et l'animateur à la radio dit, ce soir, au coin Rachel. Et là, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je sais? C'est au coin Rachel Papineau, à Grande Prairie. Ouais. Comprends-tu? Non. Ben, oui, je comprends, mais oui. Et écoute. Mais ça coûte cher! Ça coûte cher! Non, ils ont l'infrastructure, mon homme. Ils ont déjà toutes les antennes. Je pouvais le pogner là-bas. Non, mais je sais bien. Il faut qu'ils parlent de leur secteur. Par chance, je suis un anarchiste et on finit toujours par gagner. Oui. Les radios locales, par exemple, gagnent parce qu'ils parlent de leur monde. Tout à fait. Tu sais, Catherine Gaudreau, avec qui je travaille au 106.9, est rendue numéro 1. Pourquoi elle est rendue numéro 1? Parce qu'elle a Montréal-Québec qui rentre d'en face avec. Mais j'ai dit, si tu fais le même sujet qu'eux, ça ne marchera pas. Parle de ce qui se passe ici, le nouveau maire. Puis elle est la pyrotite, puis toutes des choses que tout le monde se sac à Montréal, à Québec. Mais ça, Radio-Canada a abandonné ces gens-là. Puis là, ici, on est à la tuque, puis on se sent abandonné. Mais parler au reste du monde, là, au Canada au complet, ils vont dire, mais je m'en sac dessus du nouveau bar branché, du coin de rue, du coin Québec-Rue, de la nouvelle garderie du coin. Mais c'est pour ça, MC, que la balado de Fred Savard sort de Montréal une fois par mois pour aller voir les gens. Ben, et tout ça de façon indépendante. Merci, MCG. Hey, je m'excuse de m'être emporté. Non! Vous êtes un grand apôtre de la Mauricie. Et des régions, en fait. Et si je peux suggérer aux gens, tant qu'à aller à Sainte-Anne-de-la-Pérade, arriver par le chemin du Roi, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, puis c'est magnifique, vraiment. Moi, Surtout entre Québec et... Oui.
C'est ça. et Trois-Rivières. Oui, voilà. Ça va être à votre tour, Simon Jodoin. Ben oui. Mais Karine Awashish, restez pas loin parce que je pense que les deux vont. Votre entrevue et la chronique de Simon vont un petit peu s'empiéter parce que vous allez parler, entre autres, d'où on est. Vous êtes, quand on est en région, Simon est toujours là parce que vous êtes un avaleur de bitume. On dit que j'ai dit ça, cette expression-là. Un avaleur d'asphalte. 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 D'asphalte, oui. Oui. Alors, allez-y. Ben, écoutez, Bien lancé, hein? Non, oui, mais j'aime bien. C'est la dernière. On est un petit peu plus lousse. Oui, mais ce j'ai soir, bien aimé l'emportement de MC Gilles parce que c'est vrai, vous le disiez tantôt, comment on découvre les régions, comment je vous l'ai dit 100 fois, là, j'ai l'impression de radoter, mais je parle toujours à du nouveau monde. Là. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'identité, donc effectivement au Québec, mais on a assez peu parlé de ce qu'on fait au Québec. C'est vraiment ma ligne là, sur laquelle je travaille depuis quelques années. Toujours est-il que la Mauricie, oui, j'aime bien, je vais venir vous visiter, je vais aller la voir, votre boutique. Moi, je passe mes étés en Mauricie depuis peut-être une vingtaine d'années, en tout cas. Déjà? Oui, certainement du côté de... J'aime bien aller du côté de Saint-Paulin, Charette, tout ça. J'aime aller me balader. D'ailleurs, pour toute personne qui... Il n'y a pas 1000 manières de venir à la Tuque, je vais vous dire, par exemple. Il y a toujours bien la route 155. Par contre, avant d'arriver, vous pouvez très bien vous faufiler par les rangs, justement par Saint-Paulin. Vous parliez de Saint-Élie-de-Caxton, vous parliez de son ambassadeur tout à l'heure. Et puis de continuer Saint-Mathieu-du-Pape. De son monde fantastique. Oui, si vous arrivez de Québec, évidemment, moi, il y a une belle route là, de passer par Sainte-Geneviève de Batiscan. Il y a le parc de la Batiscan qui est très beau dans ce coin-là aussi. Vous remontez à Saint-Stanislas, dont parlait MC Gilles, où il y a la microbrasserie du presbytère. Tous ces rangs-là sont magnifiques pour, après ça, évidemment, converger sur la route 155 pour remonter vers la Tuque. Pour moi, c'est une des plus belles routes du Québec. C'est une route légendaire. Là. Et je ne suis certainement pas le premier qui dit non, mais c'est vrai. Et moi, à chaque fois que je monte au lac Saint-Jean, je passe par la 155. Je me suis déjà fait traiter d'amateur par des gens. Je me disais, pourquoi tu passes par la 155? Mais parce que c'est plate passer par le parc des Laurentides. Totalement. La 155, c'est magnifique. Et je la trouve émouvante, moi, cette route-là. On va commencer par un peu de philosophie du territoire, si vous le voulez bien. Oui, je la trouve quand même assez émouvante parce que, d'abord, c'est toute cette force de rivière-là. Je me prends toujours à penser les premiers explorateurs qui sont arrivés, évidemment, par la voie maritime, par le fleuve, qui ont commencé ensuite à remonter le Saint-Maurice. Vous savez, ces Français qui trouvent que le Lot est une grande rivière ou la alors que quand ils sont arrivés là, ils ont dû se dire, mais ma foi du bon Dieu, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué, justement, de regarder cette magnifique rivière avec les falaises de l'autre côté, et toujours cette question, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ces falaises-là? Parce qu'on roule, on trouve la rivière magnifique, mais vous regarderez une carte géographique, et je vais y revenir à ça, mais... Est-ce qu'on a ça sur un téléphone cellulaire, une carte géographique? Vous pouvez prendre vous parlez le papier, le papier, mais prenez une carte du Québec et regardez, grosso modo, regardez bien la route qui longe le Saint-Maurice, justement, la 117 qui sera en Abitibi, nous sommes allés, et regardez la route au nord qui est la route de Chibougamau qui relie l'Abitibi au lac Saint-Jean. Regardez bien le territoire qu'il y a là. Je vais revenir sur ce territoire-là, mais cette zone qu'on n'a à peu près pas explorée. On monte dans les Laurentides, comme disait MC Gilles, on monte au lac Saint-Jean, on va en Mauricie, mais il y a là tout un lieu forestier qui est riche en géopolitique et en actualité. Je vais y revenir. Toujours est-il que la rivière elle-même, ici, je trouve qu'elle évoque beaucoup la notion d'énergie sur le territoire. Évidemment, on n'a qu'à penser à la Shawinigan Water and Power, qui était la première compagnie, ou en tout cas une des premières compagnies d'hydroélectricité, une des plus grandes au Québec, qui a été nationalisée, justement, avec la nationalisation de... Sauvagement, par René Lévesque. Ben oui, ce fasciste bien connu. non, on déconne, mais donc c'était quand même cette idée de force hydroélectrique et c'est aussi le berceau de l'industrialisation du Canada, ici, la Mauricie, avec les forges du Saint-Maurice, première transformation métallurgique, et aussi la rivière comme force de transportation du bois. C'est un moyen de transport. Donc, je la trouve émouvante, cette rivière-là, de voir tout ce qu'elle signifie, tout ce qu'elle a pu apporter comme développement et qui a participé, si vous voulez, au développement national du Québec. Et je vais revenir aussi sur la notion de nationalité dans quelques minutes, justement. Donc, ce fameux territoire... Et on pourra entendre Karine Awashish. Oui, je suis assez content que Karine soit là parce que je m'aventure dans un sujet qui me passionne, mais que je ne connais pas tant que ça. Les occasions de rencontre comme on a ce soir ne sont pas fréquentes pour moi dans Villeray, là, si vous voulez. Mais cette idée de ce territoire-là, qui a un nom, c'est le Nitaskinan. C'est ça. Exactement. Oui. Et on l'a déclaré souverain en 2014, les Atikamekw, dans la foulée de l'élection de Constant Awashish.
Constant Ouachiche, c'est un jeune chef atikamekw qui est né en 1981. Il est plus jeune que moi. Oui. Il représente la relève, l'espoir, si bien qu'on l'a nommé le Obama des Premières Nations à l'époque. En tout cas, dans les médias, c'est comme ça, on en parlait. Et dans la foulée... Est-ce qu'il va envoyer des drones au Pakistan, lui aussi? J'espère que non. Non, ben, écoute, on pourra en discuter, j'aimerais... Mais il y a tout cet effort-là qui a été fait. Ça a été... en même temps, il y avait les Chilcotins en Colombie-Britannique qui avaient obtenu un jugement pour les Premières Nations pour obtenir le droit ancestral sur leur territoire, vous comprenez? Et donc, on avait reconnu que malgré le fait que c'était de tradition orale, qu'il n'y avait pas de traité, que les traces écrites n'étaient pas gardées, on reconnaissait la notion d'ancestralité, de quelque chose qui nous venait des ancêtres et qui donc nous appartient et qui donc, ici, nous sommes souverains. Là, je vous arrête, Simon. Karine, vous êtes là. Est-ce que ce que Simon dit est vrai, là? J'étais très à l'écoute. Oui, en date, c'est vrai. Non. Ben, après ça, on pourra discuter de tous les tenants et aboutissants de toutes ces questions. Simplement qu'on a beaucoup parlé des Premières Nations depuis quelques années, notamment avec le rapport Vérité-Réconciliation, le dernier rapport sur les femmes disparues, assassinées, autochtones. Et à chaque fois qu'on parler de nation à nation avec les Premières Nations, justement, à chaque fois qu'on parle de reconnaître, de réconciliation, il me semble qu'il manque toujours ici la question de territoire et d'exploitation des ressources. Oui. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de comment la rivière Saint-Maurice avait participé, comment le territoire avait été vecteur d'une naissance industrielle, d'une appropriation de ressources. Je me dis, pour être une nation, il faut que tu puisses dire, j'habite ici. Si tu viens chez nous, voici combien ça coûte, j'ai quelque chose à te vendre, voici, paye-moi. Si c'est pas ça, si tu es toujours en état, comment dire, d'être attaché à une autre puissance, ben c'est difficile de dire qu'on parle de nation en nation. Et je voyais là, ici, ce territoire-là, qui a été revendiqué. Pour le meilleur et pour le pire, on pourra en discuter. Je vais vous avouer que je ne connais pas non plus la TUC fait partie du territoire, alors bienvenue chez vous. Oui, ça s'étend entre l'Anaudière, Lac-Saint-Jean, dans le coin de Batiscan, justement, jusqu'à un peu la Rive-Sud. Oui, les Laurentides jusqu'au réservoir. En banlieue. Juste en banlieue. Mais, en tout cas, il y a cette idée-là que je trouve intéressante. Donc, oui, c'est un grand territoire. Ça va, on monte les Laurentides, le réservoir Basse-Catang, tout ça, jusqu'en Abitibi. Et autre fait intéressant de ce fameux territoire inconnu qu'on explore peu, alors vous regarderez encore une fois la carte, mais là, vous zoomerez, c'est qu'on peut traverser en train de Latuc à Sainte-Terre. Il y a là un chemin de fer, et ça, je vous dis, c'est sur ma bucket list, comme on dit en latin. J'aimerais qu'on le fasse. On pourrait faire une belle ado-diffusion en train. Complètement fou. Ben oui, avec 100 arrêts. Là. Ça serait fou pour ça va prendre 6h30 pour le traverser. Et il y a des gares inconnues comme ça dans ce territoire-là. Je trouve ça fascinant et magnifique. J'ai envie de les découvrir. Il y en a aussi de l'autre côté qui vont vers Québec. Il y a une gare à Club Triton, la seigneurie du Triton ici, pas très loin. Oui. Churchill est allé pêcher là. Ben, je sais pas, mais des notables américains, oui, certainement. Bon, c'est très cossu et très cher comme endroit pour aller. Simplement, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas juste les gens dans le bar qui sont tous allés là, eux autres, là, mais vous irez voir sur le les gens qui dorment dans la salle. Là. Vous irez voir sur le site web de la Seigneurie du Triton. Alors, il y aura la section pour nous joindre ou comment s'y rendre. Et allez voir. Et si vous êtes Simon Jaudoin, vous avez 25 de rabais sur la location d'une chaloupe. Mais j'ai une question rapide. C'est vrai qu'on peut lever la main et dire « Je veux débarquer ici ». Oui. C'est vrai, ça? Ben oui. Parce que le territoire est grand. Puis si tu veux embarquer, t'es mieux d'être sur le bord de la traque. Parce que sinon, donc, c'est vraiment c'est faire du pouce, là. Mais en train. C'est fou, c'est dans notre pays. Il y a des gens qui embarquent avec des canaux. C'est vrai, c'est fou, Ah oui, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais vous savez, c'est 80 000 km carrés. Vous essayez de vous figurer là, la grosseur de ce territoire-là. Quelque chose où on ne va jamais, qu'on ne connaît pas. Il y a pourtant, donc je reviens à la Seigneurie du Triton. On nous dit dans la section pour nous joindre, vous pouvez arriver par divers moyens, genre en hydravion. Mais si vous arrivez en train, alors vous débarquez à Club Triton, alors vous serez dans une cabane, vous devrez prendre une espèce de truc que vous devrez mettre à on, et là, il y a une sonnerie qui va sonner, vous leur direz vous pouvez venir me chercher, ils vont venir vous chercher en bateau. Wow. Ouais, c'est vraiment du côté aventure. Wow. Et rendu là, vous aurez sans doute quelque chose qu'on appelle une expérience immersive gastronomique. Oui. Mais bon, toujours est-il que c'est ce territoire-là que je trouve émouvant, dont j'avais envie de vous parler. Et dans la Mauricie, moi, j'adore ça, j'en sillonne tous les rangs. Et voilà. Toujours est-il que
dans cette notion de territoire, justement, il y a quelque chose, et là, c'est une chronique plus générale sur les régions. On a découvert, vous en parliez tantôt des microbrasseries, je trouve ça intéressant de le dire. C'est vrai que ça a redynamisé beaucoup certains villages, certaines régions, la présence de microbrasseries. Et j'en parle ici puisqu'on est à la Pêcheresse. Oui. Pêcheresse, c'est une microbrasserie dont on a parlé dans le premier volume de Tour du Québec. Et quand on fait le magazine Tour du Québec, le nombre de microbrasseries qu'on trouve, c'est ahurissant. Ouais. Il y en a beaucoup. Peut-être trop. Non, peut-être qu'on a Alors, plafonné un peu. Non, mais peut-être qu'on là, ça va être Non, un mais peu... Tu as vu le malaise? Non, il n'y a pas de malaise pour la moi. main- C'est la- plutôt notre hôte ici qui se dit, ben là, nous... Non, mais la main invisible du marché va s'en occuper, j'imagine. S'il y en a trop éventuellement, on le sait Si bien. vous savez ouais. tout ce qu'a fait la main Ouais, je invisible sais, du marché je quand sais, elle je se sais. met à vous flatter. Elle Fred. brandit le Mais majeur parfois. Toujours également. est-il Ouais. que il y a tout. Ce que j'aime dans l'essor des microbrasseries des dernières années, c'est oui, il y a effectivement la redynamisation des villes, des villages, des régions, mais aussi la redynamisation du pouvoir, du patrimoine Oui. et de certaines notions historiques. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup participé à remettre à la mode ce qu'on pourrait appeler des appellations locales qu'on avait peut-être oubliées. De mon enfance, moi, la seule bière qui portait un nom de lieu, c'était les Laurentides. C'est vrai. Mais sinon... La Champlain, le Porter Champlain aussi. Oui, puis il y avait le fromage Petit Québec. Oui. tu sais. Mais Porter Champlain, Fait en- c'était pour le monsieur. Ah oui, c'est moins vrai, c'était que pas pour le lac. Ouais. c'était- Ouais. Et le Petit Québec est fait en Ontario, vous savez. Oui, depuis en plus, imaginez-vous donc. Mais et donc, les microbrasseries, et on ne s'indigne pas. Pas assez. Ouais. Mais La donc, CAQ ici- devrait s'occuper de ça avant tout. regardez ici, à la microbrasserie La Pêcheresse, on brasse la bière, la Weyagamak, qui est le nom du lac, mais aussi le nom de la fameuse papeterie Kruger ici. Donc, on a nommé un lieu. Alors là, il dit, quand on s'achète cette bière-là, des gens vont venir ici, qui sont des gens de passage, Oui. goûtent une bière, découvrent aussi le nom d'un lieu. À l'affût, ici, en Mauricie, je veux dire, en passant, il y a un berceau de microbrasserie, vous en avez parlé, en Mauricie, qui est assez hallucinant. Mais à l'affût fait la même chose avec la Batiscan, la Mekinac, la Matawin. On met des mots, on prend des noms de lieux et on leur donne un goût, on leur donne une saveur, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne connaissaient Mais pas là, je vais ces encore lieux-là. me tourner, attendez, vers Karine. Est-ce que c'est un irritant, ça, que des bières, des brasseurs utilisent des... parce qu'on est, évidemment, cette réflexion-là, on l'a elle est un peu partout. Est-ce que c'est un irritant, ça, de s'approprier, en fait, des noms... Moi, je vous dirais que pas vraiment, parce que c'est surtout fait référence à des lieux. Ouais. Tu sais, des noms, tu sais, comme Weyagamak, c'était le lac, mais le club, Ouais. anciennement. Ouais. Tu sais, je pense que c'est faire un peu mémoire à l'histoire qui est ici. Ouais. Là, fait que... Ben, c'est parfait. Puis il n'y a pas vraiment, j'ai jamais vu de mots vraiment repris. Ouais. Euh, De mauvaise façon. non, que moi je comprends, tu sais, peut-être, mais non. Moi, Ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'habituellement, il y a toujours une plainte de quelque chose, il y a des gens qui sont pas contents. Vous savez, Allez-y, sinon. quand on a des villages qui s'appellent comme Saint-Roch de Mekinac, là, Ouais. après ça, là, Ouais. on peut voir le mix qu'il Oui. y a là. Oui, non, il y a ça, oui, il y a certains Mais métissages, regardez, effectivement. comme à Natashquan, il y en a un qui a parti d'une microbrasserie qui s'appelle La Mouche. C'est intéressant. Lui, c'était pour la pêche à la mouche, Oui. évidemment. Mais c'était aussi le nom de la première frégate qui s'était rendue à Natashquan. Ah. Alors, il y a le lien entre sa passion pour Oui. la pêche et la pêche dans cette région-là, mais aussi une notion historique. Oui. Alors, je trouve que les microbrasseries, et c'est vrai de plus en plus avec plein d'autres produits, où on commence à parler de marketing territorial. Et ça, au Québec, je trouve qu'on a un peu tardé là-dessus. Regardez comment les appellations contrôlées en France, en Oui. Suisse ou ailleurs. Je pense que dans une ville comme Aix-en-Provence, je pense qu'il doit y avoir 70 ou peut-être 300 appellations contrôlées Oui. de tel bonbon à tel bout de réglisse. Alors qu'ici, on a eu de la difficulté à se nommer, à nommer Oui. le territoire, à nommer Mais ça, ce c'est que peut-être le nous problème faisons d'être et une notre province. savoir-faire. Hein? Peut-être qu'on a un esprit provincial qui nous empêche d'être fiers de ce qu'on est, peut-être. Ben oui, ben On écoutez, brainstorm, là, je lance ça comme ça. Là. J'ai pas, ben là, vous m'envoyez dans des polémiques. Là, Mon et Dieu. vous savez, moi, je me suis choisi. J'ai cessé la polémique, moi, Fred, Ah oui? comme vous. Mais toujours est-il que je sais que vous avez renoncé à tout plaisir de la vie, Non, Fred. c'est pas- donc franchement, vous c'est ne pas pourrez pas vrai. savourer tous ces produits. J'en savoure Mais de qui sait? d'autres façons. Peut-être. Tu sais, on nomme aussi des personnages historiques dans les bières et ces choses-là. Il y a des personnages héroïques. J'imagine qu'il y aura peut-être un jour un céleri à votre nom ou un tempeh, Franchement. quelque chose comme ça. Ça, je ne dirais pas ça. Un kombucha, le kombucha, hein, les bulles de Savard. Alors voilà, c'était ma chronique Ah, territoriale, bravo! Fred, voilà. Quelle chute! Avec un punch incroyable. Ah! Bon, on vous a entendu un peu, Karine Awashish, mais là, on va vous entendre plus. Je suis très content que vous soyez là. On l'a dit tantôt, on est en territoire à Atikamekw. Là, je vais faire mon Montréalais. On a, à Montréal, entre autres, en tout cas, je pense beaucoup au Québec, on en connaît très peu sur les Premières Nations. Parlez-nous de la nation Atikamekw, en fait.
Ben, la nation Atikamekw, c'est une petite nation parmi les... C'est une nation des 11 nations qu'il y a au Québec. Oui. Et nous, on est pas mal à Mauricie, comme je disais tantôt. En fait, ce que Simon a décrit du territoire, c'est-à-dire entre c'est Sainte-Terre, Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, Sainte-Terre, au sud de Chibougamau, Jusqu'au fleuve, Trois-Rivières. Jusqu'au fleuve, oui. Fait que, nous autres, on est là. Moi, j'aime dire qu'on est vraiment au cœur presque du Québec. Oui. Puis, la nation du Québec, on est une petite nation. On est à peu près 8000 membres. Oui. On dit membres parce que, à cause peut-être le petit slash de la loi ces Indiens, on est des membres. Mais oui, 8000. Puis, répartis sur... 3 communautés. Obidjouane, moi, je viens d'Obidjouane. En fait, le nord, là, où est-ce qu'il y a le réservoir Gouin, qui est la tête de la rivière Saint-Maurice qui descend jusqu'au fleuve. Moi, je viens de là. Oui. Mais il y a Wemontachi aussi qui est sur le bord de la rivière Saint-Maurice, entre le barrage Gouin et la Tuque, si je peux dire. Puis sinon, il y a Manoine aussi qui est au nord de Saint-Michel-des-Saints. Mais tu sais, si on est quand même collés, même s'il n'y a pas de route qui nous relie, à part une bonne vieille route de gravel. Mais c'est ça. Fait que c'est 3 communautés. Puis tu sais, on se promène aussi. Moi, je vis à Shawinigan. Mes parents sont à la Tuque. Fait qu'on vit pas mal partout sur le territoire, je vous dirais. Puis la relation avec les Autochtones, les Blancs, parce que je sais que moi, en Abitibi, entre autres à Val-d'Or, on l'a vu dans l'actualité des dernières années, il y a certaines tensions. Comment ça se passe? Moi, je pense qu'il y a vraiment une évolution. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse, j'ai jamais vraiment connu de la discrimination directe. J'ai toujours eu des amis québécois là-dessus, j'ai toujours eu plein d'amis. Tu sais, fait que c'est sûr, je suis déjà allée à Val-d'Or, puis c'est rough. Ou bien, quand tu vas, même à Sept-Îles, des fois, on peut le voir comme une tension, mais je pense que c'est à cause d'une... Tu sais, on se connaît pas. Tu sais, je pense que le fait de nous avoir mis dans des réserves, là, je le mets en guillemets, là, mais c'est ça. A fait une barrière. Fait que, tu sais, la barrière est comme encore là, imaginaire, puis elle existe encore, fait qu'elle est dure à briser. Puis autant chez les Autochtones. Fait que, tu sais, qu'il faut travailler ça, puis il faut apprendre à mieux se connaître, à mieux se faire confiance. Puis, on va revenir à ça parce que je veux qu'on parle de vous directement. Donc, vous êtes... en fait, vous avez fondé un OBNL? Oui, et une coop. C'est ça. Moi, je suis une entrepreneur collective, comme on appelle. Et j'ai cofondé Coop Nitaskinan, puis aussi une petite OBNL Tapiscoan, qui s'appelle. Il y a eu un déclic pendant vos études universitaires, je pense. J'ai lu un peu, j'ai fait de ma recherche, en fait. Donc, vous étiez à l'UQAM? Ben, j'ai fait mon bac à l'UQAM, puis j'ai fait ma maîtrise à l'UQTR. OK. Et là, vous avez un déclic. En fait, c'est la culture autochtone, la culture atikamekw que vous voulez transmettre aux plus jeunes, entre autres. Moi, je sais pas, ça m'a toujours animée. Ça a toujours été important pour moi de porter ça. Parce que j'étais, je vais dire, chanceuse parce que j'ai eu la chance d'étudier, de voyager, tout ça. Puis ça a toujours été important pour moi de redonner, de faire de quoi pour ma communauté. On a beaucoup à faire, beaucoup à développer. Les communautés atikamekw, le niveau de développement est vraiment pas le même que le reste du Canada. Même, l'ONU a déjà classifié communautés autochtones au Canada comme étant... le tiers-monde, en fait. Tiers-monde, carrément. Tout à fait, oui. Si un jour, vous avez la chance d'aller à Obidjouane, vous allez voir que c'est pas pareil. Que c'est un autre milieu. Mais en même temps, on est dans un sens aussi, on est chanceux parce qu'on a encore beaucoup de culture riche. On va aussi on pratique encore nos activités traditionnelles. On parle d'Atikamekw encore beaucoup. Elle est riche malgré l'histoire qui a fait qu'on n'a pas eu... ça n'a pas été avantageux pour nous. Là, tout à fait. En fait, vous avez il y a des résistances là-dedans. Oui, puis tu sais, tantôt, j'entendais l'histoire du territoire, puis c'est vrai que la Mauricie, c'est un territoire riche, une histoire riche aussi, mais aussi, tu sais, à l'inverse, parce que au Québec, là, la première région qui a été vraiment exploitée là, au 19e siècle, là, au début, c'est vraiment la Mauricie. Le chemin de fer qu'on parlait, qui se rend jusqu'à Sainte-Terre, c'est une vieille traque, en fait, qui existe depuis plus de 100 ans. Barrage Gouin, c'est un des premiers barrages avec toutes les autres là, qui étaient sa rivière Saint-Maurice à Shawinigan. Puis toute cette exploitation-là, on va dire, ce développement-là économique à l'époque par les Américains, surtout là, qui venaient
envahir le Québec Tout à par fait. l'économie. Ouais. Et en fait, c'est nous qui en avons subi le plus. Ouais. Puis je suis pas mal certaine, là, moi, je suis pas mal certaine que la loi sur les Indiens, qu'on soit restreint dans des réserves, c'est en grande part à cause de ça, je pense. Pour favoriser le développement économique des Oui, parce que puissances même, étrangères. tu sais, à un moment donné, quand ils ont coupé du bois, puis quand ils inondaient le réservoir Gouin, tu sais, Obidjouan a été inondé 2 fois. Il aurait dû reculer le village 2 fois avant d'être à son emplacement actuel. Puis, fait que, tu sais, on était dans les jambes. Selon les élites politiques de l'époque. promoteurs de l'époque. Ben oui. Et, bon, l'élite politique voulait que les jobs restent et ils leur concédaient. Puis, OK, on va faire quelque chose avec les Indiens. Parce que ce clivage-là des Blancs, des Autochtones là, et des Premières Nations n'a pas toujours... Il y a eu des alliances dans le passé. Ben oui. C'est les élites politiques, clair. éventuellement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a Mais un non, discours... c'est pas juste politique, religieux même. Ah, parce tout à fait. que, Oui, tout à fait. Ben oui. C'est eux qui ont écrit l'histoire, Ben en oui. fait. C'est les Ben oui. curés, puis Oui. c'est eux autres qui ont Oui. en partie puis réécrit l'histoire. Oui. Parce que avant, bon, Serge Bouchard, une fois, nous avait dit, puis je vous dirais là, que quand j'ai entendu Serge, la première fois, en 2000, il y a eu un avant et un après Serge. Ah ouais, hein? Et là, lui, quand il est venu nous raconter, puis il était venu au Béjouan en plus, puis pendant 2 jours, il est venu nous refaire l'histoire. Et il est venu remettre un puzzle au complet. Ouais. Au lieu d'avoir juste le puzzle, l'histoire du Québec, puis le puzzle, l'histoire du Canada, il a mis tous les autres morceaux du casse-tête, puis ça a vraiment fait du sens. Puis une fois, moi, j'y avais demandé, j'ai dit, pourquoi qu'on ne sait pas ça? Pourquoi qu'on ne connaît pas cette histoire-là? Et il nous avait raconté que au début du 20e siècle, quand il y avait les grands voyages, les grands tours au Capel, donc là, il y avait l'aristocratie, la bourgeoisie qui se promenait de l'Europe, ils venaient faire le tour de l'Amérique. Ouais. Bon, ils faisaient New York, Philadelphie, puis ils remontaient par le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Et quand tous ces gens-là qui visitaient, ils écrivaient des livres de leur périple. Et Avec leur vision à eux. à leur vision à eux. Et quand ils passaient sur le fleuve, ils voyaient les paysans, les Québécois, bronzés, foncés, tout ça, et ils disaient qu'ils étaient un peuple métissé. Et là, les curés qui lisaient ça, parce que c'est pas mal eux qui savaient lire. Tout à fait, ben oui. Et eux étaient, mon Dieu, outrés de ça, parce qu'au début du 20e siècle, à Harvard, ils enseignaient l'échelle des races. Ouais. C'est comme s'ils classaient les Québécois au même niveau que les Indiens qui étaient avant même après les Noirs. Parce que nous autres, on n'avait pas le physique, tout ça. Fait qu'on était vraiment à bas de l'échelle. Tout à fait, oui. Et là, ils ont décidé qu'ils réécrivaient puis que tout le monde était devenu pur laine au Québec. Ouais. Et là, plus de souche indienne. Parce cette que idée-là est encore véhiculée. était comme au même niveau que le français, là, genre en 2e rang là, de cette échelle-là des races. Donc, c'était une explication qu'ils nous avaient dit, puis ça fait du sens parce qu'il y a vraiment, avant cette réécriture-là, il y avait vraiment, des contacts. Parce que sinon, je pense que les Québécois n'ont pas survécu. Puis Tout à fait, mais non, c'est ça. Même chez les Autochtones, on a eu des gens, il y a eu des mariages, ça a toujours eu. Il y a eu de l'appropriation culturelle des deux côtés de façon pacifique. C'est une alliance, en fait. Ben oui. Quand les bateaux français sont arrivés là, sur le territoire du Québec, les Autochtones, ils étaient là, ils les entendaient, ils voyaient le potentiel économique d'échange qu'il y avait avec la nouvelle marchandise. Puis c'est les chefs là, de la Basse-Côte qui avaient dit, vous allez vous installer à Tadoussac, là, parce qu'ils voulaient marchander profiter avec de cette eux. présence-là aussi. Ben oui. Puis pendant 300 ans, 350 ans, c'était la fourrure qui était le moteur économique, du territoire avant la colonisation. Oui. Là. Et il y avait cette alliance-là d'échange économique. Puis, dans la géopolitique de l'époque, là, c'était, en tout cas dans l'Amérique du Nord, c'était lié à la fourrure. Oui. Puis, la fourrure était au nord du fleuve Saint-Laurent. Oui. Les réserves à Castor, qu'appelle, là, c'était là. Puis, c'était nous, les Inuits, les Atikamekw, les Cris, les Anishinabés, on était des trappeurs. Puis, nous, on fournissait la fourrure, en fait. Puis ça a été vraiment ça pendant le début du Québec, en fait, jusqu'à temps que... en fait, la colonisation a débuté, mais sur le long du fleuve. Et de façon extrêmement mais difficile. Mais après ça, les régions, ça a été un peu plus tard, mais
Bon, on l'a dit tantôt, vous avez fondé la coop Oui. des Taskinan et vous parliez aussi, moi je trouve ça super intéressant, que c'était naturel pour vous de fonder une coop parce Oui. que cette culture-là de la coopération, elle était déjà présente chez les Atikamekw. Et on sait que le mouvement coopératif a été super important au Québec et ça nous vient, dans le fond, des Premières Nations. Ben, moi, C'est une là, influence, en fait. quand j'ai fait ma maîtrise, en fait, à la base, mon dada, c'était le développement de la culture, puis la mise en valeur, la diffusion. Puis ma maîtrise, j'ai suivi le développement d'une coop d'artisanat, à Atikamekw en Oui. plus. Puis c'est là-dedans que je suis tombée dans ce modèle-là économique, qui est l'économie sociale, Oui. qu'on appelle. Qui est très en vogue aujourd'hui, qu'on entend beaucoup parler, qui est un buzzword, en fait. J'espère que Oui. ça sera pas juste un petit buzz. Non. Là, non, mais Temporaire, moi, ouais. je suis tombée là-dedans, puis ça m'a vraiment convaincue. Puis tellement que quand j'ai fait mes recherches, tout ça, j'ai vraiment vu des liens entre les principes coop qu'on voit dans la loi de la coop, Oui. des coops Oui. au Québec, et les valeurs traditionnelles, les principes traditionnels atikamekw qui étaient tout le temps... Tu sais, nous, c'est des clans familiaux à la base. C'est encore comme ça, même dans ma communauté. Tu sais, la famille Awashish, on a notre territoire traditionnel, on chasse en famille, on fait les choses en famille. On est... Tu sais, c'est pas individuel. Fait que tout se fait comme en clan. Oui. Et pour moi, la coop, c'est un peu ça. C'est Oui. comme réincarner ces valeurs-là sur un modèle plus C'est super moderne. intéressant. Ouais. Puis même, on essaie d'aller un peu plus loin, en tout cas dans notre modèle coop, c'est-à-dire comment on l'exprime, ça, ces valeurs-là autochtones qu'on a au travers de notre coop. Oui, mais c'est ça. Parlez-nous-en, parce que concrètement, là, la coop fait quoi exactement? Ben, là, on est partis, on était 3 filles à la base qui ont fondé ça, parce que pour faire un coop de travail, il faut être 3 minimum. Et nous, dans le fond, notre but, c'était de créer notre job de rêve. Fait que ça veut dire que, moi, on a différentes expériences, puis là, on a décidé, on se met ensemble parce qu'on croit au modèle de l'économie sociale, puis on va offrir des services. On est beaucoup en gestion de projet, de tout ordre, mais tu sais, je fais aussi de la recherche. Fait que c'est comme, on vend pas de produits, là, on vend des services surtout, puis on croit beaucoup au développement socio-économique et culturel des communautés, fait qu'on travaille beaucoup, nos clients, c'est les communautés, on les aide à travailler des projets, et là, on est rendu maintenant assez confortable pour pouvoir mener nos propres projets. Fait que là, c'était arrivé à ça. Fait que dans le fond, pour résumer, notre coop, c'est comme si on était en train de monter notre char, là, tu sais, puis on l'huile comme il faut pour aller où est-ce qu'on veut. Tu sais, j'étais comme tannée d'embarquer dans le char des autres, puis là, j'avais comme, tu sais, moi, j'ai une soif de liberté, puis j'ai une soif de faire ce qui me tente. Fait que c'est sûr que ça nous sert, en fait, la coop, faire ça. Ouais. Puis en plus, ben, tu sais, en exprimant des valeurs, puis tu sais, nous, on est anticapitaliste, là, je dois vous le dire. Mais, OK. Donc, c'est une coop socialiste. En fait, OK, on aurait aimé le savoir dès le début, ça. On aime dire... OK. Vous voulez détruire notre mode de vie? Ben, en fait, on veut faire de l'argent, là. Non, ça veut pas dire que on veut pas faire d'argent. Au contraire. C'est-à-dire que là, sauf que l'argent qu'on fait, les profits retournent à la coop, retournent, on se fait des beaux salaires, on se fait des congés, tu sais, au lieu de s'en mettre dans la belle vie. Comme dirait Richard Martineau, la belle vie. Ben oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis, mais là, on n'a pas parlé de... On se le dit entre nous, on membre, tu sais, dans le fond, on a des familles, puis nous autres, 8-4, là, tu sais, oui, des fois, mais, tu sais, nous autres, on est plus comme des périodes. Puis là, on travaille. Puis là, tu sais, dans le fond, bien, on roule, là, ça roule. Sauf que c'est ça, la vision autochtone, en fait. C'est pas juste de dire, OK, on travaille de 8 à 5, tous les du lundi au vendredi. Nous autres, c'est des... Tu sais, on le voit en cycle, en saison, en période. Tu sais, c'est pas du 8 à 5. Non. Et l'OBNL Tapisquan, oui. Lui, on n'en a pas parlé. Oui, Tapisquan, c'est un autre projet. Puis ça, c'est le plus mon dada qui me ramène à l'art et la culture. Puis c'est vraiment un beau projet qu'on a fait vraiment en partenariat aussi avec toutes sortes de monde de l'Université de Montréal en design, puis avec les artistes, des artisans, puis on a embarqué des jeunes là-dedans. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de... Nous, on a un riche patrimoine visuel. On le voit beaucoup dans l'artisanat traditionnel ou dans les motifs. On fait beaucoup de paniers d'écorce, nous autres. C'est notre spécialité, les Atikamekw. Puis les motifs qu'on grave dans l'écorce, ben c'est un peu mettre en valeur ce riche patrimoine visuel-là. Puis nous,
on l'actualise. Pas qu'on l'actualise, Vous le mais déclinez on le ramène, sur puis d'autres- on le redesign, Ouais. puis on utilise les nouvelles technologies, puis après ça, ben on recrée des designs avec ça, puis on en crée des nouvelles aussi. On s'inspire, en fait, du territoire, de l'histoire et tout ça. Et avec ces beaux visuels-là, ben on peut faire toutes sortes de choses au niveau de graphique, au niveau de design de produits, avec matériaux qu'on peut recyclables, toutes sortes de choses. L'idée, c'est de trouver une façon d'orienter les artisans vers peut-être d'autres choses que du traditionnel. Oui, c'est ça. Sortir, on va se dire, sortir un peu du cliché de l'objet de l'artisanat qu'on vend aux touristes. Ben, Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, là. Oui, mais tu sais, du traditionnel, on va dire. Puis c'est de trouver une façon de mettre en valeur ça, puis d'accrocher les jeunes aussi à ça, à les sensibiliser à ce patrimoine-là, puis de les accrocher à d'autres affaires. Puis là, j'étais allée au Béjouane 2 semaines, justement, j'ai fait un atelier, puis avec les jeunes, on s'est amusé avec les motifs. Puis là, j'ai dit aux jeunes, OK, elle veut un message. Puis là, on a fait des T-shirts avec ça. Puis on a designé des T-shirts, finalement, avec les visuels et des mots atikamekw. C'est bon, Jodoin? Est-ce qu'il y a une volonté, parce que tout à l'heure, je parlais du territoire, de l'importance du territoire pour définir, en tout cas, un grand vecteur de nation. Est-ce qu'il y a une volonté de faire rayonner cette culture-là, de la commercialiser, mais au sens noble, là, je dirais pas en fait, parce que ça m'a toujours tapé sur les nerfs de voir des gens qui vont descendre le Mekong puis ils reviennent avec des trucs laotiens ou ils vont jouer du tabla en Inde. Mais ici, au Québec, on a des cultures comme ça qui m'apparaissent aussi exotiques et intéressantes, mais on les connaît peu et on les consomme peu, là, entre guillemets. Ben moi, je pense qu'on gagnerait à mettre ça en valeur. Puis, tu sais, de pas se gêner de dire, OK, ça, wow, c'est une richesse de notre territoire, de notre région. Pourquoi ne pas, tu sais, l'acheter? Moi, je vous achète un panier pour aller aux champignons demain. Là. Mais vous, maudit champignons. Oui, à quelque part, oui. On a été des commerçants longtemps. On vendait de la fourrure. Tu sais, pourquoi pas? Puis je me dis que là, à un moment donné, tu sais, l'artisanat traditionnel, tu sais, il y a une limite à produire des paniers d'écorce. Pour les boutiques du Vieux-Montréal. Tous les arbres d'écorce, en tout cas. Fait que Tapiscoine, c'était une réponse un peu à ça, à pas mettre une grosse pression sur l'artisanat traditionnel, de garder l'artisanat traditionnel unique, rare, tu sais, qu'on ne trouve pas dans des boutiques, tu sais, dans le Vieux-Montréal ou dans le Vieux-Québec, si accessible, tu sais. Fait que Tapiscoine n'a rien répondre. On peut faire des produits dérivés, puis vendre ça, puis l'imprimer, tu sais, des posters, ou je sais pas, mais... Une petite clé USB en écorce. Ah, ben j'ai déjà vu toutes sortes d'affaires. Golfon Dorando, ça fait 40 minutes qu'on vous a pas entendu. C'était pour nous dire ça. Mais j'ai déjà vu un sac de golf, tout en écorce. J'ai vu des... tu sais, en tout cas, il a commencé quelque chose. Une expérience immersive en Écosse. Non, la créativité, l'originalité, là, chez les Atikamekw, il y en a. Bon, je termine avec 2 petits points. En fait, je vais avoir votre opinion. Bon, là, c'est le Montréal qui parle. On est jeudi, le 20 juin. Demain, le 21, il y aura une cérémonie à Montréal. Pour le solstice? Oui, pour le solstice. Pour rebaptiser la rue Amherst. Ah oui. Oui, j'ai hâte de voir on ça. Sait pas mais on sait que ça va être pour rendre hommage à une figure, ou en tout cas un fait culturel qui a rapport aux Premières Nations. Ça, on le sait, mais on ne sait pas quoi exactement. Et il y a la charte de Montréal qui va être traduite en langue mohawk. Pour vous qui êtes Atikamekw, c'est une autre nation. Mais comment vous le percevez, ça? Est-ce que c'est des choses qui sont dans la bonne direction ou c'est un peu cosmétique? Ben moi, je trouve que d'enlever le nom à Amherst, là, ça, c'est une bonne affaire. C'est quand même le responsable de la première guerre bactériologique recensée. Fait que moi, je suis bien contente que l'histoire, finalement, va avoir raison de ce gars-là. Mais j'ai hâte de voir quel nom vont... quelle personnalité va devenir cette rue-là. Mais, tu sais, les Mohawks... Mais cela dit, excusez-moi, mais cela dit, de gommer la rue Amherst, est-ce que ça gomme pas aussi... Est-ce qu'on n'efface pas
Ce qui a fait, en fait... Il n'y a pas de rue du maréchal Pétain en France non plus. Là, avec Marine Le Pen, éventuellement, peut-être qu'on en aura une. Si On jamais, n'efface pas l'histoire, mais quand on nomme un monument, une rue, un lieu, c'est qu'on rend hommage à quelqu'un. Je pose une question, Simon, là, soyez pas fâchés. Mais c'est parce que La cette fameuse rue Himmler, là, ça serait beau. Ben oui. Non, mais c'est parce que cette question-là revient tout le temps. On efface l'histoire, on n'efface pas les manuels. Je sais pas, il va y avoir une rue Trump un jour, je sais pas, en tout cas. Mais... Oui. Donc, Un cirque, peut-être. Ouais. je posais... C'est bon, ça. Il y a déjà un cirque Trump. Oui, voilà. Ah ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui change les choses selon vous? Ou tu sais, c'est- moi, je pense, parce qu'en fait, c'est bon. Tu sais, il y a une culture, tout encore là, on reparle d'histoire. Tu sais, il faut. Veut pas, qu'est-ce qu'on veut laisser là, dans 500 ans? Là? Ouais. Tu sais, c'est quoi? Quelle trace qu'on veut faire? Puis c'est ça, je pense, l'importance de nommer aujourd'hui, puis de, oui, effacer pour faire autre chose, parce que, dans le fond, on se rend compte que ces gens-là, ils méritaient pas d'être... fait que, tu sais, c'est un peu, moi, de même, je vois ça. Maintenant que la Ville de Montréal, je trouve que c'est une super belle ouverture de la Ville, puis ils sont beaucoup en avance sur certaines autres villes au Québec, parce que dans l'Ouest, eux autres, ça fait longtemps, dans la Colombie-Britannique, qui reconnaissent la présence autochtone partout sur le territoire. Fait que c'est un beau pas pour Montréal. Puis tu sais, Montréal, pour nous, c'est un lieu vraiment, pour les Autochtones, là, de partout au Québec, c'est un lieu vraiment un carrefour, un pôle, on y va, on gravite à Montréal, c'est un lieu de rassemblement. Fait que non, je trouve ça bien que j'ai l'impression Montréal... que par rapport au Mohawk à Montréal, il y a Oui. eu le fait qu'il y a eu un clivage linguistique forcément parce que les Mohawks qui voulaient s'exprimer autrement qu'avec la langue Mohawk le faisaient en anglais. Je pense que pendant longtemps, politiquement aussi, c'était considéré comme un irritant pendant la crise d'Oka, entre autres. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit retard, alors que dans l'Ouest canadien, je pense que la langue commune des deux nations, c'est l'anglais. Il y a peut-être ça aussi qui a accéléré. Sûrement. C'est sûr que la barrière de la langue, là, même on le sent, nous autres, entre les Autochtones francophones et les Autochtones anglophones, là, on le sent. Mais on commence à se créer même des ponts entre nous. Veut pas, la langue, ça n'a pas divise, ça se sépare, forcément. Mais je pense que c'est un bon point, un bon coup pour la ville. Aussi, avec l'histoire de la crise d'Oka, ça, je pense qu'il y avait beaucoup à... C'est une bonne forme de réconciliation, de reconnaissance, en tout cas, de cette nation-là. Karine Awashish, merci beaucoup d'être venue. Je voulais qu'on parle des Premières Nations, au moins de façon intelligente une fois dans cette première saison. Puis, non, mais il faut le faire intelligemment avec les bonnes personnes, et vous êtes de ces bonnes personnes. Merci beaucoup, vraiment. Les guettes. Alors, Godefroy Lorando, vous avez fait une bonne blague de Clear USB, mais là, c'est votre moment, là. Vous avez votre chronique, là. Déjà. Mais moi, j'écoute Fred, hein? C'est pour ça que je suis silencieux. Belle écoute. On hésite à dire une niaiserie, là, on l'a dit, et là, qu'est-ce qui se passe? On se fait taquiner. C'est pas facile. On boucle la boucle, Fred, aujourd'hui, parce que j'ai commencé cette balado-là avec vous en février cette année. Oui. Et puis, personne ne savait si j'allais faire 5 minutes ou 10 ou 15, et puis ensuite m'éteindre dans la honte. J'ai parlé de Trans Mountain. Oui. Vous rappelez-vous de Trans-Montagne? Tout à fait. On avait lancé ça à l'époque. Oui. Et puis, on est revenu... La chenille qui est devenue papillon. Oui, puis Trans Mountain est revenu dans le paysage médiatique. Oui, cette semaine. De très fort. C'était attendu, on s'y attendait. On savait que, dans le fond, le gouvernement fédéral devait repenser sa stratégie parce que l'Office national de l'énergie avait publié donc en février, justement, que on reconnaissait que les épaulards faisaient pitié dans la baie de Vancouver, de Burnaby. L'augmentation des pétroliers dans ce coin-là liés à... Parce qu'on se rappelle que Trans Mountain doit relier, dans le fond, le pétrole albertain à la côte ouest. C'est ça le but. Ce serait le seul... On veut juste tripler le volume qu'il va exporter. Et ça va faire augmenter le nombre de pétroliers. Bref, ce que l'ONU avait dit, c'est qu'on avait mal tenu compte de cette augmentation du trafic maritime. Les communautés autochtones n'avaient pas été correctement consultées et authentiquement. Mais on disait du même souffle, c'est un projet d'intérêt national. Et pour arrêter de vendre notre pétrole à rabais aux États-Unis, ça vaut la peine de faire tous ces sacrifices-là. Aux libéraux à Ottawa, on avait dit « Retournez faire vos devoirs ».
Vous avez 90 jours pour nous en reparler. Et voilà, c'est fait. Ottawa annonce qu'il autorise donc la construction de l'agrandissement donc le doublage de ce tuyau. On va en construire un deuxième à côté. Avec des maudites grosses pailles. Avec des fichues grosses pailles, des gros tuyaux. Et là, à ce moment-ci, il y a toujours les mêmes opposants au projet. Donc, je vous fais un petit résumé de tout ça. Le gouvernement de John Horgan en Colombie-Britannique n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils se tapent tout le risque écologique lié à ces pétroliers-là qui vont circuler dans la baie de Vancouver. On est dans le cœur économique de la province. Ils sont très inquiets et ce qu'ils vont faire comme argent avec ça ne vaut pas la peine selon eux. Et ils ont été déboutés par la cour d'appel de leur province qui leur a dit vous n'avez pas le droit de mettre une loi comme celle-là parce qu'ils essayaient pour briser le Canada. Pour briser le Canada. En fait, ce qu'ils disaient, eux, c'est qu'ils voulaient mettre une limite sur la quantité de pétrole qui circulait sur leur province. Et c'était tellement un projet de loi ciblé contre le pipeline Trans Mountain que ce que la Cour d'appel a dit, c'est écoutez, vous ne pouvez pas bloquer un projet comme ça avec vos lois. Ce que la Colombie-Britannique va faire, par contre, c'est sans doute aller vers la Cour suprême et continuer son opposition en disant que ce n'est pas une loi contre un projet, c'est une loi qui veut protéger, encore une fois, ce fameux territoire. Tu as les communautés autochtones aussi qui auraient dû être consultées davantage. Et là, la réponse de Trudeau, c'est écoutez, cette semaine... On va vous en faire profiter. On vous envoie 129 lettres aux 129 communautés qui sont sur le chemin du futur pipeline et on va vous offrir carrément d'embarquer avec nous, tout simplement. Et il a même dit cette participation-là pourrait même atteindre 100%. Et donc, ça pourrait être un projet qui serait 100% autochtone. Et il y a des gens qui vont s'y opposer totalement et il y en a d'autres... Karine, vous faites des yeux découragés un peu, là. J'ai hâte de voir ça, là. Mais, tu sais... Moi, là, la notion de consentement puis de la consultation, il faut vraiment voir ça, là, parce que tu peux juste consulter une personne puis là, je l'ai fait, j'ai consulté. Mais c'est peut-être pour ça qu'on sent qu'il y a une résistance là, de beaucoup de monde dans les communautés, parce que si tu fais juste parler à... mettons, le conseil, qui est le chef et les conseillers, c'est fait. Fait que, tu sais, des fois, et au sein même des communautés, tout le monde n'a pas la même opinion sur l'exploitation du pétrole aussi. C'est pas monolithique. Au Canada, là, dans les communautés autochtones, c'est spécial. La loi sur les Indiens là, donne presque tout le pouvoir au conseil de bande. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. La société civile est ils savent même pas c'est quoi. Dans le fond, justement, il y a des barils qui passent dans d'occasion. Mais dans le fond, c'est les mêmes questions qu'on a eues au Québec. Là. On devait passer Énergie S. Puis je suis fatigué avec mon village, mais moi aussi dans mon village, qui avait commandité le poisson des chenaux. C'était surréaliste. TransCanada commandite le poisson des chenaux pour passer un tuyau. Bon. Mais quand on parle d'impliquer les 129 communautés, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que ça peut donner comme argent et comme création d'emploi, un tuyau qui part? Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est dur à comprendre, ça, mais je sais qu'il y a certaines communautés qui ont commencé à y goûter et ils n'ont pas eu ça. Mais ils vont le creuser. Mais une fois qu'il est là, c'est encore drôle. L'argent, là, c'est quoi? Ça va créer une élite. T'sais, dans le fond, là, l'argent va rester en haut. Moi, c'est ce que je pense. Quand ils ont le tuyau construit, tu peux pas le beau plan Nord, là, il n'y a pas tant de jobs qui ont été créés pour les Autochtones. Oui, des ententes avec des conseils de bande, mais l'argent est resté sous le contrôle du conseil de bande. Il n'y a pas de ruissellement de richesse non plus dans les communautés? Moi, je suis allée à Shefferville une fois, à Matimicoche, en fait. Puis c'était où est-ce que Shefferville? Puis les mines là, qu'ils ont faites dans les années 80, là, c'était encore des trous. Il n'y a rien qui pousse. Après ça, c'est tout orange. La poussière, c'est... Fait que, tu sais, puis des jobs, là, les mines qui sont là-bas en ce moment, ils veulent engager les Autochtones. Les Autochtones, ils veulent pas aller travailler là. Dans le fond, pourquoi on fait pas une autre sorte d'industrie? Tout à fait, d'autres modèles. Mais là, on va laisser parler Godefroy parce qu'il pèse ça quand on coupe ses chroniques dans la voiture demain. Là, je vais me faire engueuler. C'est faux, c'est tellement faux. Vous me prêtez des... En venant de Val-d'Or, 6 heures de temps, c'était long. Moi, j'écoute notre invité parler. 6 heures. Pendant qu'elle parle, je me dis, mon Dieu, qu'on est chanceux d'avoir cet input-là. Et ce que ça nous dit, c'est imaginons le temps que ça va prendre, consulter ces gens-là, avoir oui ou non un consensus, on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas. L'autre aspect dont on n'a même pas parlé, c'est l'aspect environnemental. J'en ai parlé un tout petit peu pour la baie de Barnaby, mais le port de Barnaby près de Vancouver, mais les groupes environnementaux les attendent avec une brique et un fanal. C'est pas pour rien que Kinder Morgan a dit à mais c'est un fanal à l'énergie électrique. Il faudrait quand même le spécifier. C'est pas des énergies fossiles. Oui, après ça, vous me niaisez pour mes blagues de clé USB. Lâchez pas. C'est la dernière de la saison, hein. Non, heureusement. Ça y est, la tension monte. On est en train d'imploser déjà. Mais les libéraux ont sorti un lapin de leur tuyau
Et ils nous ont dit, en fait, regardez bien ça, les profits générés... ils sont de bonne humeur. Les profits générés par la vente éventuelle, parce que Kinder Morgan, c'était leur pipeline. C'était à eux. Et quand ils ont vu à quel point, le merdier que ça pouvait être, ça va être compliqué, ils ont dit au fédéral, écoutez, arrangez vos affaires, parce que sinon, nous, on s'en va. Et puis, c'est là que Justin a dit, moi, je vais te l'acheter, ton tuyau. Je suis capable. Et, ça va peut-être nous faire gagner des votes. Encore une fois, si ce tuyau, il y a des aspects, il y a un segment plus tard qui s'appelle Comprendre l'Alberta, que je vous propose tantôt, en toute simplicité. Je reviens à l'aspect environnemental. Donc, c'est un bourbier. C'est risqué. Il y a beaucoup de monde qui va s'opposer. Et là, les libéraux nous disent 100% des profits qu'on va faire en vendant le pipeline lorsqu'il aura été doublé. Ce sera un beau produit qui va pouvoir être très utile. 100% des profits vont aller au développement des énergies vertes. OK. Ensuite, les revenus des taxes, éventuellement, ça pourrait être 500 millions par année à partir de 2022, si tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus facile que de promettre quelque chose pour 2022 quand tu es premier ministre d'un pays? On ajoute aussi du même souffle que le pipeline n'augmentera pas le bilan des gaz à effet de serre canadiens. Et c'est grâce à Stephen Guilbeault, probablement. On n'a même pas le temps de cligner des yeux que déjà les articles sortent en nous disant il y a un rapport qui date de 2016 de l'Agence canadienne d'évaluation qui dit exactement le contraire. Donc, le bilan canadien des gaz à effet de serre sera augmenté d'à peu près équivalent de la moitié des gaz à effet de serre du transport au Québec. Donc, c'est énormément c'est beaucoup de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui même, 2 libéraux ont affirmé, donc Joel Lightbound, un député québécois, et l'Ontarien Nathaniel Escrine Smith, qui ont dit oui, effectivement, ce qu'on a dit hier, c'était juste pas vrai. Alors, ça commence bien. Ça semblait pas trop difficile à affirmer. Imaginez-vous les profits dans 4 ans. Alors, je ne serais pas porté à me pied sur eux. Ça me prendrait quelqu'un pour me convaincre que Justin et ses amis sont toujours verts. Avez-vous quelqu'un en tête qui pourrait nous vendre? Stephen Guilbeault. Je pense. Peut-être Peut-être que ce serait un bon timing pour nous le brandir dans la face. Bref, ce dossier-là roule depuis 7 ans. Ouais. Ça fait 7 ans qu'on parle de ce dossier-là. Et ce que j'entendais dans des podcasts que j'écoutais en février pour préparer le premier épisode, c'était... les gens étaient plutôt sceptiques. Ils disaient « Arrangez ça comme vous voulez. Il va se construire, ce pipeline-là. Ouais. » Et là, ce que j'ai entendu cette semaine, c'est « Coudon, ça se pourrait-tu que ça arrive jamais? » Et donc... Qu'est-ce qui arrive jamais? Le pipeline. Que les étapes soient tellement longues et qu'il y ait tellement d'opposition que finalement, Justin Trudeau ne pourra jamais le faire. Et qui pourrait peut-être le faire? Andrew Scheer. Oh là là! Et voilà, ça pourrait être sa ligne de vente pour être élu dans l'Ouest, de dire, vous êtes tanné de niaiser avec Justin, votez pour Andrew. Et puis, on va vous en faire un pipeline. On va l'étamper solide sur 1500 km et on va tripler... Fait que bref, c'est un pipeline, comme d'habitude, éminemment politique. Oui. Mais je suis content de ne pas être premier ministre canadien. Ben, il doit faire, vous parlez des reflux gastro-péquistes, il doit faire au moins des brûlements d'estomac. Justin, il doit être assez sur les nerfs. Oui. Mais donc, l'Alberta a quand même perdu 100 000 emplois payants dans le dernier 3-4 ans. Ça, les emplois payants, on l'entend souvent. Ça c'est bien plate. Mais 100 000 emplois dans un secteur industriel, c'est beaucoup, beaucoup. Oui. Et les investisseurs s'éloignent des gaz bitumineux, du pétrole bitumineux. Oui. L'Alberta dépend depuis des années sur les pétrodollars. Ils sont mal pris. Et on doit dire une chose, et là, je sais, on n'est pas à Radio-Canada, on n'est pas Coast to Coast nécessairement, mais on n'est pas seulement écouté au Québec. Mais tu sais, j'entendais des gens qui aussi critiquaient le fait que pendant des années, ils ne se sont pas souciés de l'avenir, c'est-à-dire qu'ils dépensaient à la petite semaine les profits du pétrole, à baisser les impôts, baisser les taxes, à ne pas s'offrir de filet social, puis ils nous le reprochent à nous ici. Puis là, on ne parlera pas de péréquation, mais... T'sais, on donne l'exemple de la Norvège qui, elle, a mis de l'argent de côté en se disant un jour, on va se sortir du pétrole. La Norvège qui a établi son fonds souverain avec ses pétrodollars en s'inspirant du fonds albertain. Oui. Et pourtant, le fonds norvégien en ce moment est à 1000 milliards à peu près. 1000 milliards. Et ils sont en train de choisir en ce moment même, c'est sorti ce printemps, qu'ils se délestent de plusieurs investissements dans les fonds pétroliers. On n'est pas là du tout. Et il y a aussi... ce sera le sujet d'une autre chronique. Parce que vraiment, c'est la saison 2? Où est passé... Y en aura-t-il une? Mais c'est sûr. C'est certain que oui. Je paierai de ma poche, sinon. Mais bref, ils sont très contents de cette annonce-là quand même. Ils s'accrochent à ça. Et Trudeau l'a vendu comme étant finalement une baguette magique pour nous permettre d'aller vendre notre pétrole albertain
partout dans la galaxie. On parle beaucoup de l'Asie, en fait, comme étant le marché. Le but, c'est de sortir du marché américain. Et il y a plusieurs observateurs que j'ai lus qui disent attention, là, ça veut pas dire qu'on va aller vendre ça en Chine. Tout ce que ça veut dire, c'est que la porte du marché mondial serait ouverte. Ouais. C'est tout. Ouais. Et donc, c'est pas une baguette magique. Et même ceux qui espèrent, les Albertains, qui voudraient donc que ça veuille dire que les affaires vont reprendre, c'est même pas ça que ça veut dire. Fait que la question est vraiment complexe. Mais bref, ce pipeline-là attend. Justin l'a acheté. Oui. Et est-ce que ce pipeline-là va se faire? Qui vivra verra. Et la grande question, c'est est-ce que Justin vivra? Je ne suis pas certain. Plus près de nous, Fred. Oui. Quand j'ai su qu'on s'en venait ici, je vous ai dit que j'ai commencé à regarder un peu l'histoire de la tuque, que je ne connaissais pas, à part, évidemment, la glace que je fréquente chaque année pour venir jouer ici, que j'adore. Et votre seigneurie familiale aussi, que vous gardez secrète. Notre domaine secret. Voilà. Le premier blanc serait arrivé ici autour de 1650 pour évangéliser, justement, les Atikamekw qui étaient déjà là. Mais ce qui a marqué l'évolution de la région, on l'a déjà dit, c'est le développement industriel, c'est beaucoup lié à la forêt. Ouais. C'est également un des premiers endroits où l'hydroélectricité a été développée. Simon en a parlé tantôt, mais quand la nationalisation de l'électricité a eu lieu au Québec, René Lévesque, la plus grande compagnie d'exploitation d'hydroélectricité, c'était la Shawinigan Water and Power Company, exactement. Et un des plus gros barrages, c'est celui... Il y a très peu de rivières qui ont été autant harnachées que celle de Saint-Maurice. Et il y en a une dans laquelle on va investir massivement des millions. C'est sorti cette semaine, juste pour que j'ai quelque chose à vous raconter aujourd'hui. La centrale du Rapide Blanc, moi, j'avais jamais entendu la parler. La chanson de Scantifo! Il faut que je vous dise de quoi par rapport à ça. Donc, ça a été construit en 1931. Oui. Il y avait 6, pas au début, mais maintenant, il y a 6 groupes turbines alternateurs qui vont être rénovés, renouvelés, changés un après l'autre. Donc, on va continuer à produire de l'électricité quand même. Et c'est 613 millions qui vont être investis dans la centrale. Et si vous regardez... Mais pour faire quoi avec cette énergie-là? On n'a pas des surplus? On va faire des blockchains avec ça, peut-être. On pourra en parler l'année prochaine. Mais c'est un 200 MW, je crois, qui est déjà en fonction. Donc, c'est juste une rénovation d'un barrage. Et à l'époque, les gens avaient déjà compris, cette compagnie-là, la Shawinigan Water and Power Company, avait compris que l'avenir était au gros barrage. Ah oui. Et c'était donc leur grand projet. Oui? Karine, juste une petite parenthèse. Parce que là, quand vous avez parlé de Rapide Blanc, la fameuse toune d'Oscar Tifo, il faut vraiment que j'en parle. Parce que je sais d'où est l'origine de Awinihan, OK? Un autre scoop! Et veux-tu quelque chose de beau? Vas-y c'est donc. que composé ça au Rapide Blanc en bûchant, et mon grand-père jouait du violon avec. T'es-tu sérieux? Parce que en fait, moi, là, j'ai resté 2 ans à Wemontachi. Mais je connais pas l'histoire, donc c'est quoi, un de mes amis me raconte, il dit, ben oui, tu sais, la toune à Awinihan, ben, tu sais, en Atikamekw, pour dire, c'est qui toi? T'es qui toi? Ah, ouais. On dit Awinihan. Ben voyons! On va dire. Ben non. Puis là, à un moment donné, il me jase, ben oui, ma tante, en dedans, elle restait sur le bord de la traque, puis à un moment donné, elle disait Winhan. Puis là, même dans la chanson, Oscar l'a dit. Ben oui. Il a demandé c'est chez moi le scoop de Steven qui est ça, c'est un scoop. Quand vous dites à Winhan, ça veut dire t'es qui, toi? Ça prend un brassin. Il faut que la microbrasserie La Pêcheresse fasse un brassin à Winahan. Il y a déjà la Rapide Blanc, par exemple, ici, qui est la bière blanche. Ah, ben ça prend une brune à Winahan. Ça, c'est une anecdote incroyable. Merci, moi, je tombe en bas de ma chaise parce que ce que je pensais... Moi, ce que je croyais, c'était que Awinihan, c'était en voyageant, qui était prononcé en joual, Awinihan. Ben, en fait, même, ça a l'air qu'il y a plein d'anthropologues qui se sont questionnés. Puis on dit, ben non, quand t'écoutes, ça veut dire, hey, t'es qui, toi? En Atikamekw. Moi, je l'utilise pour montrer que l'humour, justement, à cette époque-là, parce que c'était très humoristique, et Oscar Tifo, c'était assumé que c'était humoristique. Oui. Et écoutez les paroles des chansons d'Oscar Tifo, dont celle-là, là, 1, la femme est beaucoup plus délurée qu'on le croit. Tout à fait. 2, les curés n'étaient pas de temps en contrôle, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Et il y en a plein d'autres chansons d'Oscar Tifo, dont... il mouillera plus pantoute, Oui, mais avez-vous déjà remarqué une phrase, il mouillera plus pantoute. On serait surpris, c'est un beau matin, c'était la queue qui branlait le chien. Ah! Et on dit, on comprend ça autrement aujourd'hui. Non. Oscar savait exactement le double sens de cette blague-là. Donc, Mike Ward n'a rien inventé aujourd'hui. Déjà Oscar dans son... Quand même. Tout à fait. Quand même.
Godefroy, poursuivez. Comment réatterrir après ça? Ah, mais ça, Mais c'est on le va payer métier, 4 ça. milliards pour Transmountain. Non, mais, Regardez sur votre petite clé USB. je me rapprochais de plus en plus de la TUC, et puis donc 613 millions qui vont être investis près de la TUC à Rapide-Blanc. Donc, si on regarde les villes les plus proches, ben, on s'imagine bien que ça va avoir des retombées sur les gens qui habitent autour d'ici. Un des plus gros employeurs à travers les époques, c'était il y a longtemps j'ai pas le premier nom de la compagnie, mais c'est devenu la Brown. Non, mais c'est devenu la Brown ensuite. Ensuite la CI. Oui, il y avait un autre nom avant. Là, vous La êtes vie dans... d'un quiz. On vérifiera. Vous allez dans des zones dangereuses, Godefroy, parce qu'il y a des gens ici qui ont l'air très informés. C'était un. Allez-y chercher. Et puis. Sans Wikipédia. C'est ensuite devenu CIP. Oui. Et aujourd'hui, vous me l'avez dit, c'était voilà, West Rock. Et il y avait à l'époque un petit chimiste. Ah? Et oui, du nom de Léon. Ah? Et oui. Et Léon, un jour, on lui a donné un mandat. Est-ce qu'il y aurait moyen, Léon, d'arrêter d'aller courir de la pitoune, puis de couper des branches, puis de couper du bois pour faire des patentes en papier? Et Léon Gervais, a commencé à faire des recherches là-dessus et il a découvert, en fait, une façon, il l'a breveté, de fabriquer du papier de qualité. Ils imprimaient à l'époque du papier, si je ne me trompe pas, pour faire des billets de banque. Et il a découvert une façon, il l'a inventé, breveté, à partir de la sciure de bois des scieries autour. Et donc, on a arrêté de couper du bois. On a récupéré, donc les coûts étaient extrêmement plus bas. Et là, ce qu'on me disait aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus on fait du papier maintenant de qualité, du carton de qualité alimentaire, mais qui est une des rares usines. Du carton de qualité alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut emballer, on manger? On revient à Subway. Il nous dit ça, le carton qu'on peut manger. Mais je reviens au fait que pendant toute notre émission, Fred, on a entendu un train passer. C'est vrai. Mais savez-vous qu'on est très chanceux parce qu'il n'y a pas si longtemps, avant les années 2010, il y avait à peu près 1000 camions qui passaient par la ville de la Tuque. Et que maintenant, cette ville, la ville a inauguré en 2010 un chemin de contournement qui passe de l'autre côté de la montagne, qui permet à ces 1000 camions-là de livrer leur sciure de bois, entre autres, et ce que vous voudrez, à l'extérieur, sans passer par la ville, donc beaucoup de pollution et de bruit. Et le chemin s'appelle le chemin Léon Gervais. Et Léon Gervais, maintenant décédé depuis plusieurs années, Léon Gervais a eu des filles qui sont malheureusement toutes parties de la Tuque, mais il y en a une qui s'est mariée avec qui? Le fils d'André Laurent. Mais voyons donc! Et voilà. Encore une fois, vous avez des liens familiaux avec une région du Québec. Il faut remonter le rapide de mon arbre généalogique, c'est donc par alliance. Mais oui, Léon Gervais, c'était le grand-père de tous mes cousins et mes amis. Et alors maintenant, on n'aura plus à dire à Wignan, Léon Gervais, on sait c'est qui. Oui. Et bravo. Alors, Fred. Voilà. Peut-être répéter, parce que pour les gens à la maison, la personne dans la salle n'a pas de micro. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire, Godefroy? J'ai pas compris, mais j'imagine que vous aviez raison et moi pas. Il dit que vous avez tort, en fait. Il y a un micro de libre. On vérifiera puis on mettra les liens sur la page. C'est bien possible que je me sois trompé, mais voilà. Donc, 1904, la Brown. Oui, voilà. Et il y a un autre nom juste avant, mais j'ai hâte de vous en parler hors ligne. Oui. Mais donc, Fred, imaginez-vous, mon arbre généalogique me ramène jusqu'à la Tuque. Comment voulez-vous que je me libère de cette dictature de l'excellence? Il est temps qu'on arrive à l'été, Fred, et que je dépose mon clavier pour prendre une petite pause. Merci pour cette belle année. Ah, mais merci, Godefroy Lorando. Vraiment, vous êtes la révélation. Vous êtes la révélation de cette balado. Une des révélations. Ah, et là, on va terminer avec notre dernier invité qu'on a peu entendu, Johannes Frasnelli. Très content que vous soyez avec nous. Là, on va se vous voyez, vous êtes très drôle parce qu'on se connaît depuis 12 ans. On a un rapport particulier d'ordre personnel, mais on va commencer par votre parcours parce que là, vous êtes professeur d'anatomie à l'UQTR. Vous êtes un chercheur. Oui. Parlez-nous de votre parcours. Les grandes lignes. OK. Parce qu'on le sent dans votre parlure. Vous n'êtes pas d'ici. Oui, OK, je vais donner le petit pitch. Je suis né en Suisse. J'ai grandi en Italie, dans le nord de l'Italie, une petite province bilingue, majoritairement allemande. J'ai fait mes études en Autriche, à Vienne, et j'ai travaillé en Allemagne pendant quelques années avant de venir au Québec, au Canada, en fait, parce que je suis venu à l'université McGill. Et je voulais rester pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai rencontré une demoiselle qui m'a convaincu de rester ici. Oui. Je me suis marié. Maintenant, je suis divorcé. Et, bravo! Elle vit en Suisse? Non, elle vit toujours ici. Ici, elle vit toujours à Montréal. Oui. Oui, on en parlera plus tard parce que c'est le lien que nous avons, entre autres. Donc, bon, vous étiez à McGill et là, vous êtes rendu à l'UQTR.
Oui. Ce qui est un parcours qui n'est pas habituel, on va se le dire. On parle rarement de McGill pour aller à l'UQTR. Je pense que c'est l'inverse. Dans l'imagerie populaire. Oui. Bon. Donc moi, quand je suis arrivé à Montréal, je parlais pas français et je me suis dit, si je reste ici au Québec pendant 2 ans, au moins je veux apprendre le français pour que je puisse parler français quand je retourne en Europe. Peut-être parce que j'avais une certaine sensibilité pour les questions d'une minorité linguistique, etc. Donc j'ai pris des cours à McGill, j'ai appris mon français à McGill, donc je m'excuse pour les accents. Non, c'est correct, c'est correct. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à l'Université de Montréal et j'ai commencé à chercher un boulot et à un moment donné, je me suis donné un rayon de 200 km autour de Montréal. J'ai appliqué à des postes à Ottawa. Mais là, vous avez une formation? Je suis médecin de formation, mais mon diplôme n'est pas reconnu au Québec. Oui. Je ne veux pas travailler comme médecin, et donc je fais ma recherche. Ça ne vous tente pas d'être millionnaire, vous? Non, exactement. Et donc j'ai appliqué sur plusieurs postes et finalement c'est l'UQTR qui a dit oui. Et c'est pour ça que je suis allé à Trois-Rivières. Et je me souviens quand j'ai fait mon entrevue d'embauche, j'ai pris la 40. Je suis sorti de Montréal une des rares fois. Et j'étais vraiment désespéré parce que je me suis dit, je ne peux pas faire cette route souvent. Et voilà, maintenant j'ai un poste à l'UQTR depuis 5 ans, je suis très content. Et vous êtes titulaire de la chaire de recherche en neuroanatomie chimio-sensorielle. Et là, les gens qui écoutent la radio, on vous a entendu quelquefois parce que vous avez travaillé, entre autres. Peut-être nous expliquer sur quoi vous avez travaillé parce que ça a eu une résonance quand même dans le grand public. Oui, ma recherche se concentre sur l'odorat et le goût et les liens qui existent entre le cerveau et surtout l'odorat. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous sentons quelque chose? Ça peut être la nourriture, ça peut être l'odeur corporelle de quelqu'un qu'on aime ou on n'aime pas. Ou pas, oui. Tout genre d'odeur. Aussi, comment les changements du cerveau vont avoir un effet sur l'odorat. Et une des questions, c'est aussi, est-ce que nous pouvons utiliser des tests de l'odorat pour faire un dépistage précoce pour certaines maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer? Oui. Donc ça, c'est un petit peu ma recherche. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. Oui, mais vous pouvez, on a le temps. Mais pour ça, il faut s'inscrire à des cours à l'université. On dit que vous êtes business. Mais c'est quand même, ce champ de recherche-là a eu une certaine résonance, entre autres, parce qu'on se rend compte, c'est l'hypothèse, je crois, je ne sais pas si c'est vérifié, mais que les personnes âgées, entre autres, qui ont des problèmes olfactifs, souvent, 8-10 ans à l'avance, on peut dépister l'apparition de l'Alzheimer. On ne peut pas encore le dépister, mais je vais vous donner un exemple. Si vous pensez à quelqu'un avec une maladie de Parkinson, par exemple, on pense au tremblement. Mais pas tous les patients avec un Parkinson ont ces tremblements-là. Il y a d'autres problèmes moteurs, mais le tremblement, on le trouve à peu près chez 60 à 75% des patients avec un Parkinson. Par contre, 95% des patients avec un Parkinson ont un trouble de l'odorat. Souvent, ils ne le savent même pas, mais lorsqu'on fait des mesures, on peut le voir. Et ce trouble de l'odorat, il existe déjà 10 ans, 15 ans avant l'apparence des premiers symptômes moteurs. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de peut-être, à un moment donné, établir des tests, des dépistages précoces pour voir qui va développer la maladie de Parkinson. Et la même chose s'applique aussi pour l'Alzheimer. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut perdre l'odorat pour plein d'autres raisons aussi. Donc, pas tout le monde qui a un trouble de l'odorat va avoir la maladie de Parkinson à un moment donné. Donc, ça, c'est vraiment sur ce que nous travaillons. Mais si on dépiste la maladie 10 ou 12 ans d'avance, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même des maladies dégénératives. On ne peut pas faire grand-chose. Exactement. Donc, un des problèmes avec ces maladies, Alzheimer, Parkinson, qui sont des maladies de vieillesse qui, avec une société vieillissante, vont devenir de plus en plus importantes. Un des problèmes, c'est que il n'y a pas de thérapie curative aujourd'hui pour ces maladies-là. Le problème, c'est que ce sont des maladies neurodégénératives, donc il y a une grande majorité des cellules dans le cerveau qui sont affectées, qui sont déjà dégénérées, qui sont mortes. Et lorsque la maladie va être diagnostiquée. Et là, c'est trop tard. Si, par contre, à un moment donné, on était capable de les dépister plus tôt, peut-être, on pourrait développer des thérapies, et ça ne va pas être nous, mais ça va être d'autres groupes de recherche, des thérapies qui peuvent peut-être ralentir... freiner la progression. Exactement, freiner la progression de la maladie. Là, on aurait vraiment un outil très, très puissant. Oui. Hey, moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Moi, le fils à mon chum, le grand, il sent pas. Il n'y a pas d'odeur, pas d'odorat. Oui. Depuis qu'il est tout petit, dans le fond. OK. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est pas si rare que ça. Il y a à peu près 5%. Ah, vous lui dites pas de prendre des cours à elle. Vous lui donnez la réponse. Non, mais c'est spécial. Ça, c'est une question d'une patiente. Ouais.
Mais en fait, il y a à peu près 5% de la population qui n'ont pas d'odorat du tout. Et un autre 15% qui ont un problème de l'odorat. Donc, une personne sur 5 a un problème avec son odorat. Maintenant, la grande partie de ces personnes-là ont perdu l'odorat en cours de route. C'est à cause d'un accident, à cause des maladies comme Parkinson, Alzheimer et plein d'autres raisons. Mais il y a aussi un faible pourcentage, mais quelques-uns qui sont nés sans odorat. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais il y a vraiment un changement dans le développement du cerveau, ce qui fait en sorte qu'il y a certaines parties du cerveau qui ne se développent pas et ces gens ne le sentent pas. Ah, ben, merci. Merci pour la découverte. Mais on cherche toujours des participants, donc on pourrait échanger des contacts. Oui. Je vais envoyer des cas. OK, super. Mais là, vos parents, là, Johannes, vos parents qui ont sûrement payé des études très chères pour vous voir réussir, et là, ils se rendent compte finalement vous finissez par atterrir dans une ville comme Trois-Rivières. Comment ils se sentent, là? Mais c'est une question qui a été proposée par les auditeurs. Tu dors ici ce soir, à toi? C'est une question proposée par les auditeurs. Tu dormais ici ce soir. On va retourner à Montréal. Premièrement, j'ai eu le grand privilège de faire mes études en Autriche, où les études universitaires sont gratuites. Oui. Donc, mes parents n'avaient pas à payer beaucoup d'argent. Ils ont quand même payé pour me permettre Donc, vous, d'étudier. l'université, dans un réseau public comme l'UQTR, c'est un naturel pour vous. Oui, ça. Moi je suis très fier de travailler à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est une petite université qui a ses défis à elle-même. On a eu un lockout l'année dernière qui était assez problématique. Oui. Mais je suis très fier d'être un UQTRien, puis je suis très content. Avec raison, je fais une blague avec ça, mais d'ailleurs, votre marraine, Lise Bissonnette, qui a été une grande, c'est vrai en plus, qui a été une grande ambassadrice du réseau public des universités, qui dénonçait, il n'y a pas quelques mois, en fait, par rapport au conflit à l'UQTR, le sous-financement qui est un petit peu non officiel, mais qui fait en sorte que des universités comme McGill, l'Université de Montréal, reçoivent des financements publics, mais la grande part du gâteau au détriment des universités régionales. Puis on parle, la balado sort en région, mais la présence des universités et des cégeps en région bien financés, c'est un facteur super important aussi pour le développement régional. Oui, tout à fait. Dans ce sens, en fait, le gouvernement actuel, même si moi, politiquement, je ne suis peut-être pas 100% d'accord avec, mais le gouvernement actuel qui a été élu surtout dans les régions a quand même donné un financement supplémentaire aux universités des régions dans le dernier budget, ce qui est bon pour les universités comme l'UQTR. Tu as décentralisé un peu le financement. Oui, mais évidemment, le besoin est criant toujours de sous-financement, et c'est surtout dans une optique, si on veut créer des jobs qui sont très payants, il faut former, la jeunesse, et la meilleure chose pour avoir des jobs payants, c'est d'avoir des études universitaires. Donc, il faudrait investir davantage, de toute évidence. Bon, tantôt, vous aviez dit, vous deviez être ici pour 2 ans, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé en amour. Bon, cette personne, et c'est là le côté personnel, c'est que cette personne était la mère de mon fils. Oui. Nous étions plus ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est que vous êtes devenu, dans le fond, le deuxième père. Et je l'ai toujours dit, on le dit récemment. Et ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et on est devenus amis, vraiment. Vous n'êtes plus avec la mère de Ludo. On s'entend tous très bien. Cela dit, on a pris même nos vacances ensemble quelques fois. On fête Noël ensemble. Oui, là, ça va peut-être moins possible dans le futur. Cela dit, je sais qu'il y a des gens qui vivent des séparations. C'est quand même quelque chose de répandu. Et il y a des histoires pas le fun qui en sortent, mais il y a parfois et souvent des histoires le fun. Et celle-là, pour moi, elle est extraordinaire parce que j'ai découvert un ami. Et Ludo a, dans sa vie, un adulte de sexe masculin, un modèle que je ne peux pas offrir. Je n'ai pas le profil scientifique. Et j'ai toujours trouvé important, puis il n'y a jamais eu de malentendu par rapport à ça. Et aujourd'hui, là, je vais te tutoyer, mais tu vas... non, mais tu fais des activités avec Ludo sans que je sois là nécessairement. On fait pas toujours ça à 3, puis je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Puis je voulais qu'on en parle parce que c'est la dernière de la saison. On tombe pas dans le personnel, mais je trouvais ça très cool. Vous l'êtes un peu quand même. Oui, non, mais en général, on tombe pas dans le personnel, mais ce soir, ça me fait plaisir parce que c'est un ami, puis je trouve que c'est un parcours vraiment inspirant. Puis je suis content que Ludo ait accès à ça. Voilà, alors c'est ça que j'avais envie de dire. Oui, moi, en fait, je trouve aussi ça extraordinaire.
C'est quand je me suis séparé de la mère à Ludovic, évidemment, je connais Ludovic depuis qu'il est tout petit. Et c'était un des points que je me suis dit que ça va être très, très difficile, mais heureusement, on a pu, grâce à notre rapport entre toi et moi, j'ai pu garder le contact avec Ludo, puis c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je pense que c'est aussi très important pour Ludo, et je suis très, très heureux. Oui. Ben voilà, merci beaucoup, Johannes Frastelli. C'est un beau témoignage. Alors voilà ce qui termine la première saison de la balado de Fred Savard. Là, je veux remercier, ça va être un peu long, mais je veux remercier tout le monde qui a participé à ce fantastique projet. Les collabos de la première heure qui se sont manifestés. Godefroy Lorando, Simon Jaudoin, Hélène Faradji, qui malheureusement aurait pu être avec nous, mais qui est en France. Elle avait des obligations familiales. Sonny Carpentier, qui a embarqué dès le début sur le projet. Julie-Pierre Nadeau, Daphné Malbeuf, Jasmine Legendre, Colin Boudria, Manal Drissi, Barbara Judith-Caron, Boris Prou, Joanie Boudreau qui est avec nous aujourd'hui, qui nous donne un coup de main, qui est personnage de l'ombre, mais c'est souvent les plus importantes. Merci, vraiment. Les gens chez Transistor Média, Marie-Hélène Frenette-Assad, Julien Morissette, Steve Boivin à la réalisation. Merci aux gens qui nous ont accueillis en région, partout au Québec. On s'est pas promené tant que ça, mais quand même, les gens de Sartigana à Saint-Georges-de-Beauce, les gens de la Cabane à Val-d'Or, les gens de Gatineau au Festival Transistor, la microbrasserie La Pêcheresse, les gens de La Tuque qui sont là. Merci à Communauto qui nous a fourni un véhicule quand on s'est promené au Québec gratuitement. Mais là, merci surtout aux auditeurs, aux donateurs qui, dès le début, ont manifesté leur intérêt. Moi, ce projet-là partait artisanal, très petit, mais j'ai tellement eu de messages de gens qui étaient comme « Oui, go, on a hâte d'entendre ça », que ça a été vraiment hyper motivant. On va revenir officiellement le 30 août pour la saison 2. L'épisode va être prêt le 30 août. On va l'enregistrer au FME à Rouyn-Noranda, au Festival de musique émergente. Il va y avoir une grosse campagne de financement participatif. On va vous talonner, je vais vous achaler avec ça. On veut financer 20 épisodes au moins où tout le monde va être payé. Ça va être ça l'idée. On va rendre le coût d'un épisode public. Les gens vont savoir exactement comment ça coûte. Vous allez voir, ça coûte moins cher que dans nos grands réseaux. On risque de faire un ou deux épisodes cet été, hors série, autour du feu peut-être, à la maison d'André Laurando. Je pense qu'on va exploiter le filon d'André Laurando jusqu'au bout. Peut-être Léon Gervais, on verra. Peut-être Léon Gervais, ça nous donnera une bonne occasion de revenir à TUC. On vous suggère de vous abonner à la page Facebook de la balado de Fred Savard. Vous allez être au courant de tout ça. Encore une fois, merci. Voilà. Bon été tout le monde, à bientôt.